sur 10 ans, tu as le temps de tester à peu près tout, tu vois. Et en fait, tu t'aperçois qu'il n'y a pas forcément un truc qui marche plus qu'un autre. Donc tu commences avec les outils que tu as au début, tu dis bon, je vais faire quoi? Des ratios de force à la Polyquin. Après, tu mets du FMS, après, tu mets un autre truc, après, tu fais du profil force-vitesse. Et après, tu dis bon, ça gagne ou ça gagne pas, mais c'est pas forcément ça le cœur du truc. En fait, c'est notre façon de fonctionner. C'est notre façon d'apprendre, qu'on s'intéresse à la biomécanique, à la physio. On va toujours chercher un truc, faire un lien qui nous intéresse par rapport au terrain. Et puis parfois, ça divague pendant des heures, tu lis 10 pages d'un bouquin, tu grattes un truc. Si on présente une formation, il faut qu'on la présente un peu comme ça. Il faut qu'on se laisse la possibilité, entre guillemets, de partir pas dans tous les sens, tu vois, mais que ça fonctionne avec la façon dont le cerveau des gens fonctionne. Si ils ont assez de finesse et de maîtrise sur les items que je leur propose et qui me montrent qu'ils s'approprient le travail qu'on fait, à partir de là, on va plus être prépa physique, athlète, on va être des collaborateurs. Une fois que tu as compris comment enseigner le mouvement de base, tu as une séquence qui est faite dans le cursus qui est censé marcher pour 90% des gens. Après, tu as un 5% où tu dois t'adapter, tu as un 5% qui est encore plus compliqué. Et donc ça, c'est des trucs où j'essaie tout le temps de travailler et de mieux comprendre comment le faire, quoi. Consacre un peu d'études au yoga, tu vois. Et si tu l'étudies bien dans des bonnes écoles, tu verras que tu as déjà des mobilisations articulaires contrôlées, tu as du travail respiratoire, tu as du travail de posture, tu as des postures et des contre-postures, tu as énormément de trucs. Et ça va t'éviter de toujours te faire avoir par les vendeurs de rêves, la nouvelle machine, le nouveau truc, la nouvelle méthode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie aux proches infrarouges, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Loïs, on est là sur le podcast, comment tu vas? Ça va et toi? Nickel. Très bien, je te remercie, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Ah, c'est cool de t'avoir. Tu as été demandé par pas mal d'auditeurs, donc c'est vraiment chouette de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais. Alors, je suis préparateur physique depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai 38 ans, je suis dans la région de Nice, dans le sud de la France. J'ai un cursus un peu atypique parce que j'ai commencé, je voulais faire de la préparation physique en même temps que je faisais des sports de combat. J'avais commencé la fac de sport, je me suis un peu ennuyé, je suis parti faire un brevet d'État où à l'époque, on parlait quand même pas mal aussi préparation physique, on avait des contenus intéressants. Puis j'ai eu la chance de travailler dans une structure fitness, mais où on avait pas mal de gens qui travaillaient déjà dans la préparation physique. Déjà dans la natation, on avait pas mal de gens qui venaient pour de la préparation physique. Donc ça m'a mis assez rapidement le pied à l'étrier. Et puis moi, j'avais toujours un peu dans l'idée de faire ça. Donc même si j'ai quand même fait pas mal j'ai fait mon lot de cours collectifs en salle. Et puis rapidement, j'ai été coach particulier. Et j'ai commencé assez rapidement à avoir des clients et des élèves en préparation physique, malgré le peu d'expérience que j'avais. Donc au début, tu suis les livres, tu fais un peu des trucs, tu vois, un peu bourrin, t'envoies, tu cherches, tu vois ce qui marche pas. Et puis je me suis retrouvé en 2011
à bosser une année avec l'Olympique Nice Natation. Mhm. Donc, c'était un peu le grand bain déjà, parce qu'il y avait, il y avait des tueurs. Il y avait Yannick Agnel, il y avait Camille Muffat dans le groupe, qui ont terminé ensuite l'année d'après champion olympique à Londres. Mhm. Euh, Puis j'ai commencé à bosser avec le Nice Volleyball. Je suis resté 10 ans. Donc on a fait 5 ou 6 saisons en Pro B. Ensuite on est monté en Pro A, en élite. Donc pareil, ça m'a permis d'avoir une approche qui était assez intéressante parce qu'en fait, sur 10 ans, tu as le temps de tester à peu près tout, tu vois. Et en fait, tu t'aperçois qu'il n'y a pas forcément un truc qui marche plus qu'un autre. Donc tu commences avec les outils que tu as au début. Tu dis, bon, je vais faire quoi? Des ratios de force à la Polyquin. Après, tu mets du FMS. Après, tu mets un autre truc. Après, tu fais du profil force-vitesse. Et après, tu dis, bon, ça gagne ou ça gagne pas, mais c'est pas forcément ça le cœur du truc. Tu as un tronc commun, tu vois, qui fait que ça marche et qu'il y a le lien entre la prépa physique et le terrain. Mhm. Mais c'est pas forcément toujours ce qu'on croit. Et puis voilà, après, entre-temps, j'ai eu mon studio de coaching aussi pendant 5 ans. J'ai donné des cours en BP pour les futurs coachs. Maintenant, je suis professeur vacataire à la fac de sport de Nice, où j'interviens un petit peu aussi. Mhm. Donc voilà, je suis assez content d'avoir terminé prof vacataire à la fac alors que je n'ai pas continué la fac. C'est des petits trucs. Comment c'est possible? Comment t'as réussi à faire ça? Ça m'intéresse. C'est pour un ami. Alors, bah, déjà, j'ai mon petit côté où j'aime bien contourner le système, tu vois, ça Mhm. c'est mon caractère. Et en fait, non, bah, en fait, tu sais quoi, un truc rigolo par des podcasts. Parce qu'en Mhm. fait, aujourd'hui, en fait, si tu veux, le monde de la préparation physique, il a changé entre le moment où moi j'ai commencé, où tu avais grosso modo la préparation physique de Pradé comme bouquin, les méthodes de Cometti, tu avais le Vennec, tu vois, tu avais trois, quatre trucs. Tout n'était pas toujours bien traduit quand tu avais d'autres. Voilà, fallait acheter quand tu voulais avoir des études, fallait acheter, commander, recevoir. Et entre-temps, le monde a changé. Tu as des podcasts, tu as YouTube, tu as plein de trucs. Et donc, en fait, bah, j'ai fait il y a quelques années le podcast d'Aurélien Ouais. Roussal. Et en fait, le responsable des licences à la fac de sport, Pierre Charles, que je salue, a vu des trucs, il a dit ah, c'est intéressant et il m'a fait intervenir sur des tables rondes. Puis après, il m'a fait intervenir sur des corrections, puis voilà, sur des jurys d'examen. Puis voilà, petit à petit, ça se fait. Ce qui est intéressant parce que la fac de sport, elle est en train un petit peu de faire sa révolution aussi entre tu vois, les élèves qui sortent de cours et qui ont appris tu sais, des matrices, des trucs, et qui se disent, bon, finalement, sur le terrain, c'est un peu compliqué. Mhm. Alors, c'est très bien d'avoir ça parce que ça forme l'esprit, ça forme à des logiques. Il y a des fois, ils se disent, et puis même quand ils se retrouvent en stage avec des préparateurs physiques, tu vois, ils disent, tu fais ça, le mec, il dit, bah non, pas du tout. Mon frère travaille dans le rugby, il est prépa physique, il a un stagiaire de stats là, il a eu ces questions, tu vois, vous faites pas ça? Bah non, on n'a pas le temps. Tu vois, on peut pas, c'est compliqué. Les mecs, ils se sont mis une cuite la veille. Euh, ton profil, ça va être hyper compliqué de le faire, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est clair. donc, ils ont besoin d'avoir aussi des gens maintenant qui peuvent leur faire des retours sur on est sur le terrain, on utilise bah, des trucs, des outils modernes, on utilise aussi des trucs de terrain. Qu'est-ce qui marche? Comment on fait le mix? Comment on s'inspire? Qu'est-ce qu'on va chercher tu vois, dans les méthodes de force, d'endurance, etc. Donc, Mhm. la fac, elle a besoin aussi maintenant d'avoir des gens qui viennent du terrain. Et je pense que ça fait du bien aussi un peu à la France, qui est toujours très. Si t'es pas un master ou un doctorat STAPS, tu vois, tu peux pas entrer, t'es pas dans le truc. Il y a des gens qui arrivent un petit peu à faire leur trou différemment, et les élèves, ils ont besoin de prendre ces infos, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est marrant, ça tombe un petit peu à pic. Mardi soir, je suis allé à Lausanne, à l'université de Lausanne. Il y a un stage qui est en train de se passer là-bas avec des élèves ou des participants du DUPPE, DUP, quelque chose comme ça. Je sais Ouais. plus l'acronyme J'ai vu la exact. vidéo. Tu as échangé avec eux? Ouais, voilà, Ouais, j'ai exactement. vu la Et vidéo. du coup, donc ils sont là. Il y a un grand groupe qui est là en stage à Lausanne. Et il y a deux personnes qui ne se connaissaient pas qui m'ont sollicité et ils m'ont dit, ouais, est-ce que tu interviens dans cette formation? Et j'ai dit, bah, je ne sais même pas de quoi tu parles. Mais par contre, bah, moi, je viens et puis on discute. Et on a fait ça, on s'est posé, on a discuté pendant plus d'une heure et demie avec quatre jeunes qui sont venus pour poser des questions. Et c'est exactement ce que tu avais dit là. Et voilà, moi, ça fait pas très très longtemps que je coach, ça fait 7 8 ans maintenant. Mais Mhm. c'était intéressant de pouvoir leur donner deux, trois clés, comme tu as dit, au niveau du terrain, parce que ce que tu apprends, ce que tu as envie de mettre en place, et après la réalité, quand tu as, bah, par exemple en rugby, tu as 35 bonhommes, tu es tout seul, tu as 1 heure par semaine pour faire une pré-saison.
et tu n'as pas de matos et tu n'as pas de soutien et tu as des mecs qui s'entraînent tous les jours et tu as des mecs qui s'entraînent 2 fois par semaine avec toi et ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas couru, faut faire avec, quoi. Et ouais, donc l'aspect pratique, il est super intéressant et c'est bien d'entendre aussi que justement ces formations, on va dire, ces formations qui sont quand même des références, notamment en France, comme tu as dit, le STAPS, la fac, etc., prennent cette direction un petit peu et trouvent des intervenants qui permettent d'ajouter cette petite graine du terrain qui au final permet de contextualiser les informations que les élèves, que les étudiants vont apprendre durant leur cursus pour ensuite avoir une meilleure transition sur le terrain. Ouais. Tu vois, c'est intéressant, ça me fait penser. J'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec un pote, on est en train de monter, avec deux amis, on est en train de monter un truc sur de la formation et on se fait un Zoom avec un des deux. Un soir, on discute, tu vois, je dis, putain, on aurait dû enregistrer le Zoom parce qu'il y avait de quoi, tu vois, ça bouillonne d'idées et Faut tout. toujours, si à Zoom, faut Et ouais, toujours on enregistrer. n'enregistre pas. Et à un moment on va pour poser le contenu, tu vois, et je lui dis, il faut pas qu'on pose les contenus comme une formation classique. Et il me dit, je vois que ça discute. Je dis, regarde, comment nous, on apprend aujourd'hui. On apprend avec les trous de lapin, tu sais, un peu Wikipédia, tu sais, as une idée, hop, tu cliques, tu pars sur un autre truc et tout. Je dis, en fait, c'est notre façon de fonctionner. C'est notre façon d'apprendre, qu'on s'intéresse à la biomécanique, à la physio. On va toujours chercher un truc, faire un lien qui nous intéresse par rapport au terrain. Et puis parfois, ça divague pendant des heures, tu lis 10 pages d'un bouquin, tu grattes un truc. Si on présente une formation, il faut qu'on la présente un peu comme ça. Il faut qu'on se laisse la possibilité, entre guillemets, de partir, pas dans tous les sens, tu vois, mais que ça fonctionne avec la façon dont le cerveau des gens fonctionne. Qu'on reste pas bloqué, tu vois, point A, point B, point C. C'est très bien pour certains trucs, tu vois. Strong First, on fait ça quand on a des formations, Mhm. mais on est sur de l'apprentissage technique, donc c'est cadré, il y a une construction. Ouais. Mais il y a des fois, quand tu pars sur d'autres sujets, tu as besoin que ça explose un peu, tu vois. Sinon, tu as besoin que ça chatouille le cerveau et tu te dis, ah, c'est cool d'aller dans ce sens-là, quoi. Ouais, Donc, ouais, donc du coup, on essaie de se donner cette ouverture-là aussi, quoi. vous avez trouvé un bon moyen de structurer ça pour que, comme tu as dit, il y ait une structure, mais il y ait la possibilité de sauter un petit peu du coq à l'âne, hein, on va le dire comme ça. Simplement parce que, comme tu l'as dit, c'est ça qui est intéressant et je me retrouve dans ce que tu dis. Tu commences à lire 2, 3 papiers sur un truc et après tu vois un autre. Là, par exemple, j'ai découvert hier que tu pouvais utiliser la variabilité cardiaque pendant un ramp test pour déterminer potentiellement le premier seuil de manière assez précise. Ouais. C'est un truc que j'avais jamais entendu. Et donc maintenant, je me retrouve à creuser sur la variabilité cardiaque pendant l'entraînement, pas juste en test le matin pour la préparation, etc. Mais tu pars dans des trucs à gauche et à droite. Mais comme tu as dit, il faut l'option de le faire parce que sinon, en fait, c'est ça, c'est que tu es un peu contraint par la trame qui a été mise en place par la personne qui a écrit le cursus. Et on s'entend bien, comme tu l'as dit, quand il y a un début et une fin logique, comme sur un apprentissage technique, certains mouvements, des progressions, etc., ça a du sens. Mais dans l'apprentissage commun de tous les jours, c'est vrai que c'est ça, c'est que tu pars un peu dans tous les sens, mais après, tu essaies de toujours tout ramener à ta pratique, quoi. Est-ce que vous avez trouvé un moyen de gérer ça de manière C'est un cohérente peu et de le ouais. rendre accessible? Ouais. Bah, je pense que ce que ce qu'il faut faire si tu fais une formation comme ça, tu te donnes, tu as le thème, tu veux aller dans la journée, mais il faut que régulièrement, tu détermines un petit peu à l'avance les options où tu peux partir dans une option, dans une autre, tu vois. Si c'est pas grave, je vais suivre un petit peu ce truc-là, puis je vais revenir un petit peu après, puis je vais reprendre le fil. Moi, j'ai quand même pas mal donné de séminaires et de formations, et à part si tu as vraiment 300 personnes, tu es dans un truc et tu balances ton PowerPoint, tu sais jamais où ça va partir. Il y a des Mhm. fois, moi je suis intervenu sur un diplôme de préparation physique, je fais un petit coucou aux élèves que j'ai eus parce que je suis resté assez proche de pas mal d'entre eux. Et des fois, on arrivait, on commençait à parler de la charge d'entraînement, j'avais des yeux comme ça, tu vois. Donc en fait, le dernier truc que j'avais prévu, qui était le travail pratique, je l'ai pris, je l'ai mis au début, et j'ai commencé par ça. Ouais. Tu vois, je dis, bon, on va commencer par ce travail-là. Ça leur parle, c'est basique, on parle de muscu, on va juste calculer un peu la charge pour un ou deux mouvements. Mhm. Et au moins, tu vois, donc tu prends tes contenus, tu les mets dans le sens. Je pense que c'est aussi la capacité, comme en préparation physique, à gérer ton groupe, tu vois, à avoir ton cadre. Même si les préparateurs physiques, très souvent, on est une bande de gens avec des gros syndromes de l'imposteur, tu vois, parce qu'on se dit est-ce que ça va marcher, truc et tout, tu vois. Quand tu es là pour faire ton truc,
bah, tu es là pour faire ton truc. Et à un moment, tu dois savoir de quoi tu parles. Et tu dois Mm. aussi savoir dire, bah, je sais pas, je vais chercher. Euh, et puis à partir de là, tu déroules. Et puis, si tu n'as pas fait le programme de la journée et que tu as fait 20%, et très bien, et que les gens, ils ont compris les 20%, c'est bien. Mm. C'est déjà Ouais. bien. Est-ce que toi, tu as des méthodes préférées dans ton apprentissage personnel, des choses auxquelles tu te réfères? Je pense notamment que ce soit de la littérature scientifique, que ce soit des livres dans ou hors de l'entraînement, du monde de l'entraînement ou d'autres sources encore. Comment est-ce que toi, tu apprends ou comment est-ce que toi, tu as appris au cours de ta carrière jusqu'à maintenant? J'aime bien mixer le très macro et le micro. C'est-à-dire que j'aime bien, tu vois, en ce moment, je suis un peu plus sur certains trucs, certaines notions de bioméca. Tu vois, le fait d'échanger un peu avec Fred Kos, le fait de, tu vois, d'avoir Loris avec qui j'échange aussi. Donc, donc, tu te mets un peu sur la bioméca et j'essaie d'aller complètement à l'opposé. Donc, je vais essayer de me reporter à des trucs de philosophie, tu vois, des notions, comment tu appréhendes la complexité, tu vois, Edgar Morin, des trucs comme ça, Mhm. pour essayer toujours de recontextualiser. Un truc qui est hyper connu aussi, Nassim Taleb, Mhm. tu vois, Antifragile, Signe Noir, voilà, tous ces trucs-là, pour dire, OK, je vais chercher un truc un peu dans le détail à un moment, mais il faut aussi que je sois capable de le recontextualiser dans quelque chose de large. Et en fait, je m'en suis aperçu parce que quand tu es au bord d'un terrain, au bord d'un bassin, la plupart du temps, c'est très rare que tu parles de physiologie, tu vois, tu parles d'émotion, tu parles de c'est dans la tête, c'est dans le corps, c'est autour de l'entraînement. Donc, tu es obligé de prendre en compte cette dimension macro. Et moi, c'est un truc qui me parle. C'est un truc qui me parle parce que je. Donc, tu vois, alors, les bouquins que j'aime bien et qui ont été des références, un bouquin qui a été une grosse référence pour moi, c'est Easy Strength de Pavel Sassoulin et Dan John. Parce que vraiment, la théorie des cadrans, ça m'a permis de, ça a été un gros chaînon manquant, tu vois, que j'ai pu combler. Je sais pas si tu es familier avec Et le Je suis, truc. je suis familier avec les bonhommes, malheureusement, je ne l'ai pas lu encore. Ouais, bah, c'était intéressant en fait. Dan John et Pavel, dans le bouquin, ils questionnent l'intérêt de comment on utilise la force Mhm. et quel est l'impact de l'entraînement, de la force en général sur l'entraînement. Et donc, ils font 4 cadrans. Tu vois, donc, tu as le Q1, le cadran 1, c'est tout ce que tu fais avec les jeunes. Mhm. Donc, comment tu vas éduquer? En gros, c'est la PPG classique. Ouais. C'est éduquer, mais c'est aussi rouler, sauter, tu vois, apprendre des skills. Donc, c'est beaucoup de qualité à un faible niveau. Le Q2, c'est beaucoup de qualité à un niveau, c'est toujours relatif. Donc, c'est toujours relatif à un max, tu vois, énorme. Donc, si tu prends par exemple un squat de record du monde en powerlifting, ta qualité de ton squat que tu vas utiliser en rugby ou dans une autre discipline, il va même pas être à 50%. Tu as de la chance s'il est à 50% de ça, tu vois. Ouais. Donc, Q2, c'est beaucoup de qualité, rugby, MMA, tu vois, tous les sports où tu as beaucoup de trucs à faire en même temps Mhm. à un niveau relativement haut, mais quand même faible par rapport tu vois, au Le truc, spécialiste, ouais. aux spécialistes. Q3, ça fait pas plaisir de le dire, mais c'est monsieur, madame, tout le monde et la plupart des gens. C'est-à-dire pas beaucoup de qualité à un niveau moyen faible. Tu vois, moi j'ai 38 ans, c'est là où je me situe. Donc je peux pas m'envoyer 3 grosses séances glycolytiques par semaine, un programme de force. Tu vois, et voilà, donc il faut utiliser 2, 3 outils bien sur lesquels tu essaies de progresser tranquillement. Et Mhm. c'est ce que tu vois, c'est ce que je comprenais pas, tu vois, quand j'ai commencé dans le volley. Tu avais des anciens joueurs, tu vois, qui avaient commencé à dépasser la trentaine, qui avaient déjà fait les Jeux Olympiques. Ils avaient leur petite routine, tu vois, genre, m'emmerde pas trop, je fais mon petit squat comme ça, mon étirement avant. C'est pas cohérent, mais ça me va bien et je fais mon truc, toujours ma petite montée. Et Ouais. sur le terrain, les mecs, c'était des lions. Ouais. Et ça suffit. Et Q4, c'est là, tu rentres vraiment, c'est les spécialistes. Donc, c'est le sprinter. Et donc, cette matrice, elle m'a aidé à mettre une trame de travail sur ce que je faisais, sachant que dans le bouquin, tu as des références à Verkhoshansky, à Zatsiorsky, Issourine, toute la littérature du sport soviétique, Mhm. et également aussi les méthodes américaines du côté de Dan John, quoi. Donc, tu as des mecs comme Marty Gallagher qui sont cités, voilà, des monstres. Et Mhm. donc, ça, c'est un bouquin qui m'a bien aidé. Avant, il y avait les Pradé, les Cometti, tu vois, les Weineck, des trucs comme ça. Ces dernières années, il y a eu le bouquin de Franz Bosch Mhm. sur la force et la coordination, Ouais. Berthoz, qui a été une bonne influence aussi sur les notions de mouvement. Je gratte un petit peu vers les neurosciences de temps en temps.
Donc voilà, c'est ça un petit peu les références. Puis j'aime bien les trucs aussi après simples, tu vois, les bouquins, les Louis Simons, les trucs comme ça qui donnent toujours des basiques qui permettent de. Ouais, ils sont tous dans la bibliothèque derrière, là, tous les bouquins. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a un en particulier, soit un livre, soit une présentation, soit quelque chose qui a eu, qui a forcé, on va dire, un changement de paradigme important pour toi dans ces 3, 4 dernières années? Euh, ouais, réponse très biaisée par rapport à Strong First, mais Simple et Sinistre de Pavel Sassouline. Ok. Tu peux en parler un petit Ça, peu? c'est le. Ouais. Ben, en fait, si tu veux, le bouquin Simple et Sinistre, c'est swing à un bras et Turkish Get-Up relevé avec kettlebell. Et donc, le programme s'articule avec ces deux exercices principaux. Tu as trois exercices d'échauffement qui sont Mhm. le halo avec kettlebell, le prying goblet squat pour la mobilité des hanches et le pont actif. Et donc, en fait, je me suis dit, en lisant le truc, je me suis dit, en fait, tu as quasiment tout. Bon, si on remet un peu dans le contexte du Q3, Mhm. tu as quasiment tout ce qu'il faut pour la plupart des gens. C'est-à-dire, tu fais du swing à un bras, tu as un travail explosif sur les hanches, tu as les ischios qui travaillent de manière rapide. En haut, tu as de l'anti-rotation, tu as du travail du grip, tu as du travail de posture, et tu as un travail qui est hyper dynamique. Et en plus, dans le travail du kettlebell swing, tu as un truc qui est hyper important dans le haut niveau, c'est la tension-relaxation de manière très rapide. On sait que Mhm. c'est un facteur qui différencie les athlètes de niveau national, international. Mhm. Turkish Get-Up, tu places l'épaule dans les contraintes, toutes les dimensions, tous les plans, tu apprends à bouger en intégrité sous une charge. D'une manière simplifiée, tu as les patterns primitifs. Tu vois, tu roules, tu passes en quadrupédie, tu Mhm. remontes, tu fentes, tu as un travail de overhead en utilisant le membre inférieur. Tu fais ça en concentrique, tu fais ça en excentrique. Tu as des efforts très courts avec le swing, tu as des efforts longs, tu vois, un grind bien contrôlé, assez joli. Tu te dis, en fait, quand tu veux t'entraîner et que tu sais pas quoi faire et que tu as besoin d'un objectif à long terme, c'est super bien. Tu prends le halo, tu vois, tu as ton épaule qui travaille dans tous les sens. Le pont, tu contractes tes fessiers, tu étires tes fléchisseurs de hanches. Prends une goblet squat, tu fais de la mobilité de hanches. Et pour moi, je me suis dit, en fait, moi qui avais du mal parfois à vouloir tout faire rentrer dans des entraînements, pour moi, à titre perso, je me suis mis sur ça en entraînement. Et je me suis dit, déjà, c'est hyper apaisant au niveau mental. Demain, je suis chez moi, je suis à la salle, j'ai juste deux exercices à faire. L'échauffement, il me prend 10 minutes, la séance, ça me prend 20 minutes. Je suis tranquille, tu vois. Je me dis, en fait, je peux m'entraîner sur ça pendant 5 ans et je perds pas mon temps. Mhm. Si de temps en temps, je vais me faire des archer squats et des deadlifts, je suis complet. Et en faisant ça, j'avais à l'époque, quand j'ai commencé à faire ça, je faisais encore pas mal de sports de combat que j'ai repris depuis pas longtemps. Et en quelques mois, je me suis trouvé très puissant. Moi, je suis hyper lax à la base, donc je ne suis pas du tout quelqu'un de fort. Mhm. Et je me suis trouvé capable de bouger des mecs de 100 kilos beaucoup plus facilement, quoi. Mhm. Donc, ça m'a énormément apporté. Et donc, pour moi, c'est une trame très simple. Et tu dis, il y a des fois, quand tu cherches à faire, tu sais, c'est le rasoir Bocam, hein, quand tu cherches à faire trop compliqué, tu as un truc très simple qui a été bien fait par quelqu'un, tu vois. Alors, Mhm. autant j'aime bien faire des programmes, des réfléchir des trucs, mais parfois, tu programmes ça, ça se passe bien, quoi. Ouais, Donc, ça, ça a été un gros truc, quoi. surtout quand tu passes ta journée à penser à la programmation, à penser à comment organiser. Le dernier truc que tu veux faire quand toi, tu vas t'entraîner, c'est commencer à réfléchir pendant 1 heure à comment tu vas organiser ton truc. Tu Ouais. veux un truc simple, tu veux y aller, tu veux faire le taf et sortir. Est-ce que tu as toujours eu cette approche sur tes propres entraînements ou est-ce que peut-être à un moment donné, tu étais beaucoup plus impliqué dans ton développement personnel au niveau sportif et à un moment donné, tu as shifté sur cette maintenance qui est venue à mon esprit, mais c'est peut-être pas le bon terme parce que tu peux continuer à te développer, bien sûr, mais sans nécessairement investir trop de temps et trop d'efforts, presque une approche minimale à ton propre entraînement. Comment est-ce que tu as fait cette transition? Comment tu l'as faite, etc. Bah, je l'ai faite parce que déjà, quand je faisais de la compétition en sport de combat, j'essayais de faire plein de trucs. Tu vois, donc j'avais mon boulot de coach. Mhm. Tu vois, je donnais encore un peu des cours collectifs, donc tu te retrouves à donner deux, trois cours parfois, peut-être plus dans la semaine. Et j'essayais de me faire, tu vois, c'était le début de la communication. Donc, je sais pas si tu te rappelles le Caveman Training de
de Sean Sherk à l'UFC, tu vois, c'était une vidéo où le mec, il enchaînait comme un malade. Ah, c'était pas le gars qui faisait les pompes avec les triples tapes dans les mains, là, devant, derrière, Et devant. il avait tout, il se tirait sur les cordes, il envoyait, il Ouais, tapait ouais, sur le ouais. pneu. Je dis, ah, c'est Ouais. génial. Il y a plein de gens à ce moment-là qui ont dit, on va faire du caveman training et tout. Et donc, j'ai essayé de faire ça. Et moi, je suis quelqu'un qui a pas, je suis pas un très gros réservoir adaptatif, tu vois. Donc, je suis vraiment, je suis un sportif lambda, tu vois. J'essaie de travailler, de réfléchir, mais je fais pas partie des gens qui sont doués. Donc, je terminais carbonisé, tu vois, tout le temps. Mais tu essaies quand même de faire rentrer le truc et après tu te fais rentrer. Donc en plus, tu fais rentrer, tu as tout ce bordel et tu essaies de faire rentrer tes propres connaissances, tu vois. Donc tu dis, alors ma mobilité thoracique, mon truc, mon fléchisseur du nana. Donc en fait, tu termines, tu as fait 45 minutes d'échauffement. Tu dis, bon, maintenant je commence la séance. Au bout de 30 minutes, tu es éclaté, Ouais. tu vois. Et tu dis, demain, j'aille m'entraîner et que je coach. Donc en fait, à un moment, tu dis, bon, il faut que je réduise. Et donc, pour revenir sur le développement personnel, je continue à avoir un gros, gros besoin de temps et de développement personnel. Je suis presque à. Je me suis arrangé et j'ai bossé. En fait, tout mon objectif de vie, ça a été d'être à 50-50, quoi. C'est-à-dire Mhm. 50% de temps pour moi et 50% de temps de travail. Et ça me permet de tranquillement, de temps en temps, tu vois, et m'entraîner et rêvasser tranquillement à ce que j'ai envie de mettre en place dans mon travail. Je trouve que c'est important quand tu es dans le speed, tu n'es pas en situation de bien réfléchir, tu vois. Donc, je me suis arrangé pour pouvoir bosser comme ça. Et donc, j'arrive encore maintenant à concilier beaucoup plus de temps pour moi, lecture, développement personnel et entraînement. Mais j'arrive à le faire maintenant, j'arrive à le faire avec des intensités plus cool, quoi. Dire, même si je m'entraîne beaucoup en temps dans la journée, je vais prendre une demi-heure le matin pour faire des correctifs, de la mobilité, tu vois, réveiller tranquillement mon corps, puis un petit bloc le midi où je vais mettre un peu plus d'intensité. Puis c'est juste le soir, je fais du club BL, je fais des trucs qui me font plaisir aussi. Mhm. Je viens de m'acheter un Asso Bike, donc je vais m'amuser avec aussi. Tu vois. Je sais pas si on peut s'amuser vraiment sur un Asso Bike. J'allais dire, c'était ambitieux d'acheter un assaut bike et de se dire on va se faire plaisir dessus, mais Ouais, j'aime bien, tu sais, musique, respiration nasale, et puis je verrai ouais, sur quoi je pars. ça c'est une des choses que j'adore sur un outil comme ça, c'est que tu peux faire du 6 secondes et tu peux faire du 120 minutes sans, Ouais, sans c'est devoir ça. toucher un bouton, quoi. Tu peux juste y aller. Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit, bon, on sait pas trop avec les situations sanitaires si on va pas encore être bloqué, Mhm. tu vois. Donc, il y a des fois, là, bon, je suis dans le sud, j'ai pas, tu vois, l'hiver, c'est pas non plus horrible. Mais il y a des fois, même ça, j'ai pas envie de sortir faire de la corde à sauter et du sac de frappe devant chez moi. Ouais. Donc, je me dis, bon, si j'ai un asso bike à l'intérieur, je peux aussi faire. Tu vois, il y a des fois, j'adore le système Strong First, mais il y a des fois, les swings, les relevés aussi, tu as des petits bobos, tu vois. Donc là, l'asso bike, c'est quand même beaucoup moins d'impact sur le corps. Mhm. Et donc, je peux dérouler, me faire mon foncier ou m'envoyer une séance un peu plus hard si j'en ai envie. Ouais. Donc, ouais, pour répondre à ta question, ça a toujours été hyper important pour moi d'avoir du temps de développement personnel et de le mélanger avec la. En fait, le problème chez moi, c'est que je fais pas trop la différence, en fait. C'est un seul bloc, tu vois, le travail, je fais un boulot que j'aime, donc tu vois, tout est toujours un peu lié. Est-ce que Ça va pas. tu te sens surchargé des fois parce que c'est bien sûr à mon avis, hein, et je suis dans la même situation, c'est une chance inouïe qu'on a de faire le métier qu'on aime et de pouvoir réfléchir à tous ces problèmes, mais c'est des bons problèmes tous les jours et à toute heure de la journée. Est-ce que tu arrives à trouver un bon équilibre aussi? Est-ce que tu arrives à switcher et faire autre chose? Est-ce que tu en ressens le besoin? Euh, j'ai du mal. J'ai du mal dans le sens où j'y arrive un peu plus depuis 3 4 ans, mais switcher complètement, genre, par exemple, si tu me dis on part en vacances, je te dis la salle de sport, le club de JJB, ouais, tu vois, un truc, je me suis mis à la plongée il y a quelques années, s'il y a un club de plongée, ouais. Si tu me dis Morito sur la plage, je te dis non. Ouais, Tu vois, ou alors je vais me barrer faire un truc. S'il y a des mecs qui jouent au beach volley, je vais me barrer jouer au beach volley, même si je suis nul, tu vois. ouais. Mais juste passif complètement, j'ai du mal. Et pareil, je vais avoir besoin de prendre une heure dans la journée avec un carnet et de noter des trucs pour le boulot. Ou de lire Mhm. un bouquin, tu vois. Mhm. Kindle, pour ça, c'est génial. J'emmène Mhm. toute ma bibliothèque Kindle avec moi. Mais juste off, j'ai beaucoup de mal. Du coup, l'avantage à ça, c'est que tu as quand même toujours un petit peu d'avance et des solutions sur le boulot. Donc, je suis rarement. Il y a des journées où je cours, tu vois, un point A, un point B. Là, tu vois, aujourd'hui, j'étais au Jiu-Jitsu brésilien juste avant de venir. Donc, un petit coucou au Coaching Lab d'ailleurs, parce c'est super, super team. Ouais. Mais tu vois, donc je cours un peu, mais après, tu vois, là, cet après-midi, je suis tranquille, quoi. Mhm. Donc,
Non, ça va. Et puis, je trouve qu'avec le temps, moi, le truc qui m'a manqué pendant des années, c'était l'organisation. Tu vois, je savais faire plein de trucs, je savais pas m'organiser. Je n'étais pas très doué sur l'ordinateur, tout ça. Donc, je me suis mis des gros coups de pied pour y arriver, tu vois. Et donc, du coup, maintenant, une fois que tu as ça, une fois que tu es un peu plus organisé sur ça, ça se passe bien. Tu arrives à savoir à quel moment. C'est pas encore non plus, tu vois, les semaines préparées à la Team Ferriss, je me lève, je médite, et puis après, je fais juste les mails et tout, tu vois. Ou j'ai essayé comment ça s'appelle, la Miracle Morning. Ça marche pas non plus. 5 heures du mat. Félicitations aux gens qui arrivent, vous êtes géniaux. 6h30, ça me va, mais 5 heures, non. Tu vois, mais voilà. Donc, non, ça va. Je me sens pas. J'ai de la pression parce que le boulot avec les athlètes de haut niveau, ça met de la pression. Tu vois, à la fin de l'année, là, avec les nageurs qui allaient au jeu, tu ressens quand même une pression parce que tu es quand même dans un boulot où tu es, même en volley aussi, hein, tu es très skin in the game. Quoi. Tu peux pas trop. Mhm. Tu as, une réponse directe, tu vois. C'est pas. T'as pas le. Je vais pas te taper sur les coachs qui font de la perte de poids en salle, tu vois, je l'ai fait. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu sais qu'il y a plus de paramètres pour ces gens-là qui rentrent en ligne de compte. Tu coaches quelqu'un qui veut perdre du poids, bon, tu as bien suivi le truc, oui, non, tu as bien mangé, tu as truc, bon, et on continue. Athlète de haut niveau, c'est telle date, t'es bon, t'es pas bon, et normalement, c'est la faute à qui, tu vois. Et très souvent, le préparateur physique, ça peut être le premier fusible qui saute, tu vois. Ouais. Donc, À donc là, juste titre, à ton avis? Vu- euh, et bien sûr, c'est peut-être une question un petit peu générale, mais pour toi, ayant côtoyé le haut niveau dans beaucoup de sports différents, est-ce que c'est en général ce qui se passe et est-ce que c'est en général justifié ou pas? Quel est ton avis sur la question de manière générale? Je pense que tu as deux aspects. C'est un, les préparateurs physiques, parfois, ils ont pas forcément la bonne approche pour aborder la performance. C'est-à-dire déjà, ils Qu'est-ce que veut questionnent dire, ouais. pas, Qu'est-ce que tu veux dire ouais, par là? ils questionnent pas la performance. C'est-à-dire, ils questionnent pas leur place dans le système. Hmm. C'est-à-dire, quelle est ma place dans le système et la performance, c'est quoi? Tu vois, ça, c'est un truc, c'est une lecture qui m'a. Pareil, j'ai oublié de la citer tout à l'heure, mais François Bigrel, qui parle de la performance, Mhm. c'est quelqu'un qui détermine la performance avec, sous l'axe des représentations que les gens se font de la performance. Donc, tu as plusieurs axes, il décrit plusieurs trucs, tu vois, qui sont hyper intéressants. Tu as la performance du point de vue du coach. Il a qu'à faire ce que je dis et puis ça va marcher. Tu as la performance du point de vue de l'athlète. S'il est doué et qu'il fait à peu près ce qu'on lui dit, de toute façon, génétiquement, c'est un monstre, il va y arriver. Et puis, tu as un troisième paradigme qui, la performance, elle n'existe pas, puisqu'elle va être à créer le jour de la compète. Et donc, en fait, le jour de la compète, c'est un environnement complexe avec de l'incertitude où il peut se passer tout là, où tu as essayé de faire un maximum de ristique en amont, tu vois, d'essayer de mettre en place des solutions, Hmm. mais c'est aussi l'athlète qui doit s'approprier ça et résoudre des problèmes le jour J avec peut-être j'ai mal dormi, je suis pas en forme, le sacro-saint pic de forme n'est pas là, tu vois, et donc il faut résoudre ça. Donc déjà, si tu penses pas ça en amont, tu simplifies la complexité et tu dis en fait, il se penche à un moment en avant, deadlift, tu vois, tu dis c'est simple. Il saute, squat, profil force vitesse, et tu vois, tu mets tes items, et en fait, A plus B, bah, ça égale passer dans la performance. Et donc, tu as des outils qui te permettent d'essayer de contrôler ça, et tu as des outils qui te permettent, notamment le travail sur l'effort, sur la charge d'entraînement, Hmm. notamment avec les marqueurs subjectifs et les questionnaires et les trucs qui te permettent de savoir où tu en es d'une manière globale et de regarder un petit peu dans la matrice de l'athlète ce qui se passe. Et donc, si tu n'as pas encore une fois cette approche à la fois macro et micro, que tu ne prends pas en compte ton écosystème, là, en tant que préparateur physique, tu as commis une erreur. Et là où tu te penses et c'était très marquant dans le volleyball, c'est que tu as affaire à des représentations de sport. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, je suis dans le volleyball. J'arrive, j'ai une nouvelle saison, j'ai la moitié de l'effectif qui est nouveau. J'ai 3 joueurs, 4 joueurs qui viennent de l'étranger, qui viennent des pays de l'Est. Le mec, il peut sûrement. Ce qu'il fait, on va le dire comme ça, c'est nul. Mais ça lui a été donné par le mec qui est préparateur physique de l'équipe nationale de. Je cite pas le pays, mais voilà. Donc le mec, il est patriote. Il joue en équipe nationale ou il est remplaçant en équipe nationale. Il arrive avec ses rotations à la poulie, tu vois, ou son truc, voilà.
Et il te dit, ouais, mais ça, c'est préparateur physique, équipe nationale qui me l'a donné. Tu te dis, bon, tu vois. Alors, si tu essaies d'aller contre ça, tu lui dis, bah, le mec, l'autre, il est nul, ça marche pas. Tu essaies d'éduquer, tu as peut-être une chance. Et en fait, parfois, tu te retrouves avec 10 mecs comme ça dans une équipe. Et donc, tu dois traverser tous les ponts ou aller à mi-chemin avec chaque personne, mais tu Mhm. dois aussi prendre en charge un groupe et faire avancer tout le monde en même temps. Et donc, si tu n'arrives pas à résoudre ces problèmes-là, si tu n'arrives pas à parler à un moment leur langage, si tu n'arrives pas à faire de la didactique, de la pédagogie pour avancer vers ça, c'est super compliqué. Et là, dans ces cas-là, tu as 9 chances sur 10 que si les mecs ne performent pas, ben, ils vont dire que c'est ta faute. Que dans le fond, tu aies essayé d'amener la bonne parole. Tu vois, tu dis, ouais, mais non, mais en fait, maintenant, si tu fais pas du FRC, du Pro FTS, t'es nul, tu vois. Parce qu'en fait, ouais, c'est hyper compliqué, c'est hyper complexe. Et, Donc, ouais. pour continuer là-dessus, prenons un cas hypothétique où t'as fait ton taf, tu sens que tu as fait ton taf, les athlètes ils sont contents avec ce qu'ils ont fait, ils performent leur compétition, ça ne se passe pas comme on aurait voulu. Euh, Comment est-ce que toi, on va dire, tu analyses ta propre approche quand on doit commencer à tirer des conclusions par rapport à une performance négative? Comment faire la part des choses en tant que préparateur physique? Parce que bien sûr, tu auras toujours le coach ou les coachs ou le staff qui vont avoir leur avis sur la question. Toi, en tant que préparateur physique, nous, en tant que préparateur physique, on a notre avis sur la question. Les athlètes, ils ont leur point de vue. Comment est-ce qu'on fait pour tirer des conclusions qui sont, on va dire, lucides après une défaite qui est, qu'on le veuille ou non, une situation qui est assez émotionnelle quand même? Bonne question. Je pense que tu as deux cas qui se dégagent dans cet exemple. Le premier, c'est malgré que tu mettes les éléments en place, tu sais ce qui va se passer. Tu vois? C'est-à-dire que tu sais, tu dis, ouais, on fait bien, sur le papier, tout est bien, mais sur cet athlète ou sur ce groupe, il y a des éléments où on sait que ça ne va pas passer le jour de la compète. Mmh. Alors, c'est à double tranchant parce qu'il peut se passer un truc, tu vois, en volée, tu as un mec qui bloque, l'autre, la balle, elle part dehors, il marque le point, les mecs, d'un seul coup, c'est des tueurs, ils gagnent le match. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que la première chose, c'est de mettre son ego de côté. C'est-à-dire, tu dis, bon, j'ai fait ça. Si tu arrives à être assez honnête avec toi-même, si tu arrives à communiquer avec le staff, si tu arrives aussi à aller communiquer avec l'athlète de manière assez ouverte, tu vois, tu te dis, bah écoute, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui te va pas, tu écoutes l'entraîneur, qu'est-ce qui te va pas, et puis tu manges ton pain noir et puis tu avances, quoi. Mmh. Je pense que le plus dur c'est l'ego, parce que dans ces cas-là, tu vas avoir l'entraîneur qui a envie de dire, ouais, mais nous, on a fait le travail, le joueur, les athlètes, les sportifs qui disent bah non, mais moi je me suis donné à fond, et souvent c'est vrai. Et toi, tu dis non, mais moi j'ai calculé le cycle, tu es censé, tu vois. Donc, et c'est ce que je te disais au tout début, tu vois, c'est qu'en fait, tu as 10 000 façons d'arriver sur le haut niveau. Tu prends peut-être les 10 mecs qui sont dans une finale olympique, qui s'entraînent peut-être pas de la même façon, tu vois. Donc, tu n'as pas de recette. Tu as une recette individuelle et tu as des grands principes qui gouvernent les recettes. Mmh. Et après, bah, c'est en fait, moi je me suis aperçu un truc une année en volée, tu vois, pour reprendre l'exemple. Je fais une planif, mais tu vois, je me dis là, j'ai fait la meilleure planif de ma vie. Le volume, il est juste ce qu'il faut. Les mecs, ça marche pas. Ça marche pas. L'entraîneur, il est à deux doigts de me virer. Il me dit, écoute, je veux. Et il me demande un truc, tu vois, mais abominable. Il me demande des circuits, tu vois, des trucs abominables. Je dis, ah ben, donc moi en plus, je leur dis, ah bon, vous voulez du dur, donc vous voulez des trucs, vous voulez de la merde. Eh ben, on va faire des bons circuits. Tu essaies quand même d'équilibrer un peu le truc, mais bon, tu dis, bah, on va faire les circuits. Eh, c'est con, ils gagnent, tu vois. Tu dis, et là, tu vois, et je crois que c'est Mike Boyle qui dit ça dans un bouquin, c'est Psychology trumps Physiology every time. Mmh. Et tu dis, bah, en fait, les mecs, ils avaient besoin de ça. Et peut-être que si à ce moment-là, j'avais été capable d'analyser la charge d'entraînement et de prendre en compte les marqueurs, j'aurais vu que les gars, ils s'entraînaient pas assez, ou qu'ils avaient besoin de ça, ou qu'ils avaient besoin de ce sentiment, sortir un peu de l'entraînement comme des Spartiates pour se sentir comme des Spartiates en match. Moi, j'étais la tête dans mon truc, tu vois. Sur le moment, j'ai eu l'impression de faire n'importe quoi. Mais c'est pas la vie que j'ai aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, c'est moi qui ai fait n'importe quoi, qui avait la tête dans le guidon.
et qui aurait dû mettre un peu de glycolytique, mettre un petit peu d'émotion, Ouais. tu vois, dans le truc pour les faire monter. C'était pas évident. Ouais, ouais, donc au final, il faut qu'ils y croient. Il faut qu'ils soient Ouais. impliqués et qu'ils y croient parce que s'ils y croient pas, tu peux avoir le meilleur programme du monde. Alors, bah, ça marchera peut-être, mais tu as moins de chances que ça fonctionne que s'ils y croient vraiment, quoi. Ouais. Bah, tu sais, l'an dernier, je devais justement sur une des tables rondes que je devais faire à la fac de sport, il me demande de faire une table ronde sur ce qu'on fait à la natation. Et donc, moi, je vais voir l'entraîneur, Fabrice Pellerin, qui est un des meilleurs techniciens. J'ai la chance de travailler avec un des meilleurs techniciens au monde en natation et qui a une façon hyper raffinée, tu vois, construite de la natation. Mhm. Et donc, je lui dis, écoute, je prépare ça pour la fac de sport. Est-ce que tu pourrais me développer un peu ta philosophie d'entraînement pour que je puisse renoter? Et donc, lui, il me répond, en fait, tout est construit autour du sentiment de compétence. Tout est fait, tous les items qui sont mis dans les entraînements, les constructions techniques, les constructions énergétiques, les distances, les longueurs, sont faites pour construire le sentiment de compétence aux sportifs. Et donc là, tu n'es pas du tout dans le... Alors, on va quand même, si le mec il a un problème sur le bras, la mobilité, la force, moi, c'est mon problème, c'est mon boulot de solutionner ça, Mhm. tu vois. Mais de manière à ce qu'à la fin, le gars, il ait un sentiment de compétence. Si je suis capable de bouger mes scapulas comme l'Australien qui est capable d'avoir ce mouvement hyper fluide, si je suis capable de créer de la force, si j'ai aussi des gros max en muscu, parce qu'ils ont des gros max sur certains trucs, les nageurs, euh, alors le jour J, je vais pouvoir être capable d'utiliser certains de ces trucs-là pour construire ma performance parce que sachant qu'on ne sait pas et qu'il n'y a pas de solution, ça c'est le plus dur, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de solution miracle. Et je vais être capable de construire ça le jour J et peut-être de créer quelque chose, sachant que tu es dans un environnement ouvert. Donc, bah, le meilleur, il a peut-être été malade la veille et tu vas le battre. Et puis l'outsider, c'est son jour de, tu vois, c'est son Mhm. jour et tu sais pas pourquoi il sort un truc. Mais au moins, toi, tu auras eu. Et puis le marqueur final sur les sports individuels comme ça, c'est la performance individuelle. Si tu as battu ton record, bon, même si tu as fait huitième de la finale, tu as battu ton record quand même, quoi. Ouais. Comment, pour revenir sur le point précédent, avec des athlètes à haut niveau élite, comment est-ce que tu arrives à les emmener vers une implication plus étendue du travail que toi tu fais? Si au départ, ils sont peut-être pas super preneurs de ce que tu apportes, le mot buy-in me vient en tête de l'anglais. Comment est-ce que tu crées ça avec tes athlètes quand tu commences à bosser avec eux? Euh, en éduquant. On essaie d'éduquer beaucoup, sachant qu'ils ont forcément des biais, des représentations sur leur travail. Donc, j'essaie d'avoir le temps de beaucoup expliquer ce qu'on fait. Donc, j'essaie de le mettre dans le contexte, j'essaie de leur expliquer comment, pourquoi, à quoi ça va servir. J'essaie d'expliquer comment va être le cycle, qu'ils n'aient pas de piège, Hmm. tu vois, qu'ils n'aient pas une approche linéaire du cycle. Si je me sens bien, je fais plus. Non, attention, si tu te sens bien là, probablement que tu vas avoir le coup de fatigue là. Donc, on essaie de dessiner, tu vois, l'image la plus large possible et de contextualiser et de mettre en lien avec ce qu'ils font. On essaie de pas trop infantiliser. Bon, en fait, moi, je leur explique que si ils veulent avoir une relation horizontale avec moi, c'est possible. C'est-à-dire que s'ils ont assez de finesse et de maîtrise sur les items que je leur propose et qui me montrent qu'ils s'approprient le travail qu'on fait, à partir de là, on va plus être prépa physique, athlète, on va être des collaborateurs. Et ça devient hyper intéressant parce que quand tu commences à toucher ça du doigt avec des nageurs en plus, tu vois, pour le cas précis, qui sont des gens qui évoluent dans un environnement kinesthésique à 360 degrés, Hmm. en contact, tu vois, donc qui est hyper fin, hyper précis. Un nageur, il nage le samedi matin, le lundi, il peut avoir perdu des sensations par rapport à ce qu'il avait en fin de semaine. Hmm. Donc, si tu arrives à créer ça, tu peux avoir des échanges hyper intéressants. Ça ne peut pas fonctionner avec un coup d'état, tu vois. J'ai décidé que je voulais faire cet exercice. Hmm. Donc, un cadre et la promesse d'une collaboration si le travail se fait. Et on essaie petit à petit d'enlever les représentations et d'éduquer, de placer, de mettre en lien. Donc, par les physios, bioméca, un peu science, beaucoup d'humains. Et petit à petit, tu vois, par exemple, simple et sinistre, swing et relevé, ça a été le premier travail qu'on a mis en place avec eux.
C'était leur première découverte avec le kettlebell, donc c'était cool, c'était un outil nouveau. Donc on s'en est servi on s'en sert encore. Mais ça a été un travail qui a été sur plusieurs mois et ils ont adoré, quoi. Il n'y a pas eu de. Là où c'est le plus dur d'expliquer, c'est quand tu es dans la situation de crise. C'est-à-dire quand tu as une blessure, tu as un truc qui te tombe dessus, et là, toute la capacité de projection de l'athlète qui était positive, si je fais bien, ça va bien se passer, elle devient négative. Oui, mais si j'ai mal, et parce que j'ai mal, et en plus comme j'ai mal, tu vois, donc il a mal, c'est compliqué. Donc, il faut là tout de suite une solution magique, l'ostéo, le kiné, le truc, le cupping, tout ce que je peux trouver, il faut que je le fasse. Et si tu ne comprends pas que je suis en train de faire ça, tu es un mauvais préparateur physique. Et toi, tu es obligé d'être un peu poker face, tu vas dire, OK, toi, tu sais que le chemin vers la douleur et le sortir de la douleur, c'est d'être un peu calme, c'est de la laisser à sa place. Tu vois, il ne faut pas trop en prendre, sinon il a l'impression que tu t'en fiches. Tu vois, et c'est là que c'est très, très compliqué de gérer le truc. Et puis, nous, parfois, ça donne des séances où ça s'engueule aussi. Hein. La crise, elle fait partie de la construction. Donc, c'est là où tu peux t'engueuler, tu peux avoir des trucs un peu durs, ça gratte. Tu l'acceptes. Après, OK, on est calme, on se repose. Voilà, le process, normalement, on sait qu'il doit être à peu près comme ça. Tu vois, tu as ta phase inflammatoire. Normalement, on va essayer de mettre ça en place. Si on met ça en place, on va faire un bilan. De toute façon, tout ce qu'on va faire dans la précipitation, ça ne va pas être bon. Oui, mais pause et on essaye. Voilà. Si tu arrives à faire ça, tu as gagné la situation la plus compliquée à gérer. Et donc, voilà, ça c'est. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la préparation physique à haut niveau qu'on n'a pas abordé encore jusqu'à maintenant qui, pour toi, te semblent importants dans la mesure où ils sont difficiles pour toi en tant que professionnel dans cette dimension-là? Peut-être une question intéressante pour tous les jeunes préparateurs physiques qui aspirent à travailler à haut niveau sans nécessairement en connaître toutes les contraintes. Tu peux reformuler la question? Je vais faire plus simple. Je me suis peut-être un petit peu emballé. Est-ce qu'il y a Ouais, non, mais d'autres c'est moi qui. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. aspects de la préparation physique à haut niveau qui, pour toi, te semblent ou qui peuvent être difficiles ou contraignants qu'on n'a pas encore abordés? Pas vraiment. Honnêtement, là, j'ai pas de réponse à te donner sur ce point-là. Je crois que le plus dur, c'est l'aspect humain. Hmm. C'est l'aspect humain, c'est gérer peut-être parfois un élément qu'on ne prend pas en compte pour les jeunes préparateurs physiques. Et moi, j'ai eu la chance de le faire parce que j'ai commencé par le fitness. Hmm. Donc, j'ai donné des cours collectifs. C'est la prise en charge du groupe. Hmm. C'est des trucs qui vont servir au chef d'entreprise qui doit faire une présentation, au mec qui veut vendre, tu vois, le gars qui veut te vendre un produit, ou à quelqu'un qui veut présenter. C'est la prise en charge du groupe. Et c'est la gestion, par exemple, un truc qu'on m'a donné il y a très longtemps, tu vois, c'est tu parles, tu vois, tu veux me présenter un truc, bla 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 bla, tu te tais. Tu te tais, t'attends. Puis à un moment, t'en as un qui va faire, tu sais, tac, tu vois, ok. Ou alors des trucs, tu vois, genre, tu as une conversation, tu rentres dans la conversation et t'attends que la conversation, elle se rapproche un petit peu de ton thème du jour. Ok, puisqu'on parle de ça, tu peux même le faire si ça n'a rien à voir, c'est pas grave, tu as juste fait le truc. Puisqu'on Hmm. parle de ça, on va passer. Et c'est être capable de raccrocher les trucs à un moment, il faut qu'on puisse commencer le travail et pas se retrouver à transpirer, tu vois, parce que les athlètes, tu as l'impression qu'ils ne te respectent pas. La plupart du temps, c'est que toi, tu ne te respectes pas déjà. C'est que toi, tu ne te sens pas en capacité d'eux. Quand tu te sens en capacité d'eux, je pense que. Alors, c'est pas de la, tu vois, de la science hard, ça. Je pense que quand tu te sens en capacité de prendre en charge des gens et de discuter et d'être en charisme devant ton groupe le sait et le sent, même si ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer de te disrupter un petit peu, tu vois. Hmm. Mais et ça, c'est un truc qui est pas du tout, tu vois, en fac de sport, je pense qu'on prend pas les gars, on les met devant un groupe de 20 personnes et on les note sur leur capacité à, peut-être que c'est le cas, hein, j'espère que je dis pas une bêtise, mais on les note rarement sur leur capacité à vraiment prendre en charge, communiquer, passer les bonnes informations. Comment on va faire thème de séance? On va faire ça va durer tant de temps. Vous allez peut-être ressentir ça. J'ai besoin de vous qu'on aille chercher ça. Et la séance prochaine, comme on a été là, ça va être là. Cool. OK, on sait ce qui se passe. Vous êtes prêts? On attaque l'échauffement. Est-ce que tu penses qu'il y a des traits de caractère qui ne sont pas compatibles avec
la profession de préparateur physique à haut niveau dans un cadre où tu dois être en contact avec soit un groupe, soit des athlètes, des individus, des staffs, etc. Non, je pense pas. Je pense que tu vas attirer aussi à toi, à un moment, les gens qui viennent vers ton caractère. Hmm. Je pense que tu vois, le truc drôle, j'ai travaillé dans le volley avec Mladen Kasic, j'étais un entraîneur, c'est l'entraîneur, et c'était quelqu'un de l'ancienne école, donc très très dur. Tu vois. Et donc, quand je te dis très dur, il y a des chaises qui peuvent voler dans le vestiaire parfois en direction de la tête d'un joueur, tu vois, c'est arrivé, tu vois. Donc, mais donc tu dis ouais, les mecs sont là, ouais, c'est dur, ces trucs, ils n'ont pas envie. Puis 2, 3 ans après, tu as les gars, j'aimerais bien revenir parce que quand même, tu vois. Donc je pense que non, je pense que les entraîneurs, ils ont des philosophies. Petit à petit, dans chaque milieu, c'est extrapolé, tu vois, dans le foot ou dans la NBA, tu vois, mais Hmm. les mecs savent que tel entraîneur travaille de cette façon. Si tu veux un technicien, si tu veux un communicant, si tu veux un sergent instructeur, tu les as, t'y vas pas. Puis si t'y vas et que tu sais pourquoi tu es là, tu vois. Après, c'est dur quand il y a de la surprise. Si tu es venu pour avoir un communicant technicien et que tu as, un Marines, c'est dur, tu vois. Ouais. Mais je pense que non, tu n'as pas de caractère incompatible. Tu as des gens qui ont des grandes gueules et puis c'est comme ça. Et puis, moi, je viens des arts martiaux, tu vois. Donc, tu sais, se taire pendant que l'entraîneur il t'engueule, tu te dis, ouais, de toute façon, c'est que ma faute à moi et tu te tais comme ça fait partie du truc. Donc, tu vois, je trouve pas ça aberrant. Je suis même parfois, tu vois, c'est le côté un peu inverse, tu vois. On va tout expliquer et mettre tout le monde bien. Ça me gonfle un petit peu. Ouais. C'est ma direction, tu vois. Mais non, je pense que les caractères vont s'attirer. C'est valable aussi pour les méthodologies, je Mhm. pense. Tu vois, je pense que les gens qui aiment le haut volume, ils vont se retrouver dans certaines écoles, certaines méthodes, et ainsi de suite, quoi. Ouais, on n'est pas tous pareils non plus à ce niveau-là. Et c'est clair que ce qui convient à toi et à moi peut-être convient pas à un autre. Je voulais parler un petit peu de préparation physique en natation, vu que c'est un domaine que tu maîtrises plutôt bien. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta philosophie de manière générale quand tu abordes une préparation physique avec un nageur, avec un groupe de nageurs? Pour toi, quelles sont les bases, quels sont les fondamentaux et comment est-ce que tu les exploites? Ouais. Alors, il faut déjà prendre en contexte ben, qu'est-ce qu'est un nageur. Donc, le nageur, c'est déjà quelqu'un qui a un entraînement qui est très, très aérobie à côté. Donc, ce sont des spécialistes de l'aérobie et qui sont aussi capables d'encaisser des très grosses doses de glycolytiques. Ce sont la plupart du temps des gens très grands et la plupart du temps aussi des hyperlaxes. Mhm. Donc vraiment, hyperlaxes, c'est pas des gens très souples, c'est des gens hyperlaxes, tu vois, catégorisés. Ouais. Donc moi, le premier travail que je vais faire, c'est un travail éducatif. On va apprendre les bases. Donc on va apprendre à tenir. En fait, on passe par un travail d'isolation très simple. C'est quoi bouger sa tête? C'est quoi faire une rotation thoracique? C'est quoi ouvrir ses hanches? C'est quoi tenir son dos? C'est quoi la posture? Comment on la tient? Comment on la met en place? Comment on se gaine? Comment on se gaine dans du mouvement? Tu vois, ça c'est pour la partie vraiment base. Pour aller, pour moi, vers une des qualités de base qui est le moins en interaction avec ce qu'ils font à côté, qui est la qualité de force et qui est en lien. Tu vois, quand j'avais commencé, j'avais fait une évaluation des nageurs. Et donc, j'avais fait, à l'époque, je travaillais avec FMS, j'avais fait un FMS. Je vais voir l'entraîneur, je dis voilà, j'ai noté ça, mais je ne veux pas travailler sur des trucs qui sont peut-être des points forts dans l'eau. Tu vois, Mhm. donc Mhm. mettre beaucoup de mouvements de flexion-extension lombaire chez un nageur, c'est normal. Tu vois, moi, j'aimerais que ça soit droit et que ça fonctionne avec la hanche. Euh, mais il se trouve que lui, il me disait oui, effectivement, il y a un manque d'utilisation des fessiers. Et donc, tu les vois, hein, c'est un nageur, c'est plat, il n'y a pas de fesses, tu vois. Donc, c'est une ligne qui est recherchée. Bon, ok, donc là, je sais que je vais pouvoir mettre en place du squat, du soulevé de terre, du hip thrust. Je vais pas créer un problème, je vais pas créer une Mhm. interaction avec ce qu'ils font. Donc, éduquer sur la base, leur donner des notions qu'ils n'ont pas forcément. Tu vois, par exemple, hier, dans le travail de reprise, on a travaillé autour de l'épaule. Je leur ai expliqué que bah, tu as des muscles, tu as des insertions, tu as des nerfs, et que grosso modo, vu comment le corps humain est fait, si tu tiens pas ta tête et que tu tiens pas ton centre, tu peux faire toutes les rotations que tu veux, tu travailles sur rien des deux côtés. Mhm. Donc, on prend ce temps-là pour éduquer, mettre en place des routines d'échauffement, de travail,
Et après, on va utiliser du travail de force jusqu'à un certain niveau. C'est pas rare que j'ai des nageurs de 70 kilos qui tirent 50 kilos en traction, tu vois, Mhm. qui bench jusqu'à 110 kilos, qui squat 150 kilos. Et ensuite, une fois qu'on a ce travail-là, qu'on va utiliser des outils, des ladders, on peut utiliser des clusters, on peut utiliser des méthodes assez simples. Je vais essayer de faire en sorte que tout ce travail-là soit programmé dans le cycle, donc que l'ondulation de charge se fasse en fonction de leur semaine et des jours où ils ont des grosses charges dans l'eau et donc d'onduler. Et puis après, on va avoir des phases un petit peu plus classiques de transfert, où là, le principal travail qu'on va faire, c'est d'essayer de casser leur, leur efficience. Si c'est des athlètes de haut niveau, naturellement, ils ont une capacité à innée. D'ailleurs, la plupart du temps, il faut faire la distinction entre les athlètes de haut niveau. Est-ce qu'ils ont une dysfonction sur quelque chose ou est-ce qu'ils ont une capacité à trouver tu vois, la solution qui est pour toi est pas bonne, mais tu leur as dit d'aller du point A au point B, eux, ils se sont faufilés. Tu vois. T'as un ou deux exemples? Euh, non, j'ai pas d'exemple là précis, mais c'est valable sur tout. C'est valable sur la mobilité, c'est valable Mhm. sur la force. Ils sont capables, ouais, tu peux le voir sur des tractions, tu vois, là où la personne lambda qui est un peu raide, elle va juste mal tirer et mal se placer ou vouloir balancer. Lui, il va juste, tu vois, s'onduler pour se placer et il va utiliser ce qu'il sait faire parce que toi, tu lui as juste dit point A, point B. Mhm. De la même manière, il est capable, si tu ne surveilles pas le cycle d'entraînement, si tu lui dis là, je veux que tu ailles à fond dans sa tête, c'est peut-être finale olympique. Donc, si tu ne surveilles pas, il est capable de t'envoyer un truc. Moi, j'ai déjà eu au début, j'ai eu des 15-20 reps à 85% d'un vrai ARM. Et le mec, il se tue. Tu te dis, mais comment c'est possible humainement? Tu sais, en plus, quand tu es un peu dans les sports de force, tu te dis, mais moi, je fais 3 reps. Tu vois, et encore, je prends une pause, tu vois, je ventile après. Ah, les mecs, ils t'envoient des trucs de malade. Après, par contre, ils sont capables de se tuer comme ça. Après, pendant 2 semaines, ils ne marchent pas. Parce Mhm. qu'ils ont accédé à ta demande qui était de la perf. Mhm. Donc, un autre item, c'est le travail autour de la charge d'entraînement et de savoir comment tu la quantifies, comment tu la gères pour être sûr qu'ils ne vont pas aller. Et pour revenir à leur côté efficient, parfois, ils sont tellement efficients dans l'eau qu'ils n'ont pas accès à leur plein potentiel cardiovasculaire, pulmonaire, physiologique. Et donc, c'est là qu'on va utiliser des trucs un petit peu plus hors de l'eau, du travail conditioning, qui va leur permettre d'aller ressentir de nouveau d'autres sensations, d'autres outils, tout en sachant qu'il va y avoir aussi un besoin de variété assez rapide parce qu'ils vont s'adapter très vite. Mhm. J'en ai qui s'adaptent. Tu fais une grosse séance, c'est la pire séance de leur vie. La semaine d'après, ils sont adaptés, hein, c'est fini. Tu vois, donc il faut bien jongler avec la variété. Quand tu veux avoir de la continuité, il faut le gérer. Quand tu veux de la variété, il faut le gérer. Et après, il faut être capable de temporiser et de gérer la période. Un exemple de gestion de pré-compétition, sur le fameux affûtage, où là, on a pas mal de représentations, tu vois, où ils attendent l'état parfait. Je m'étais aperçu que si je donnais un contenu, le contenu était soit c'est trop, soit c'est pas assez. Tu vois, avec, tu sais, tu as fait tes pourcentages, ton truc, ta relance à 65%. Tu vois, si tu es un peu old school, tu as mis ton statodynamique, tes trucs. Mhm. Bon, tu mets ton truc, tu t'aperçois que ouais, mais là, j'ai pas fait assez, là, j'ai trop fait. Donc, en fait, c'est là où j'ai commencé à utiliser un peu plus les RPE et leur dire voilà, tu mets une série facile, une série moyenne, une petite série un peu dure. Et en fait, en s'appropriant le travail, ils étaient capables de faire plus que ce que moi j'avais donné, ou moins selon ce qu'ils avaient besoin. Ils s'approprient le truc et ils vont vers leur compétition en situation d'avoir faire fait ce qu'il fallait. Mhm. Donc on a l'éducation, on construit le travail de force, et avec ça, on va vers la puissance, l'endurance spécifique, tu vois, vers les besoins de compétition. Dans le groupe, on a des nageurs de 50 et puis on a des nageurs de 204 nages, tu vois, donc on reste dans la natation de course et dans une approche assez rapide. On a peu de 400, de 800, un truc comme ça. Mhm. Donc, on a des besoins assez intenses au niveau du réservoir. Et voilà, les grandes lignes, c'est ça. Et puis au milieu, il faut travailler avec les bobos, tu vois, adapter, gérer, renvoyer vers le kiné.
faire un retour à l'effort quand il y a une blessure. Tu as parlé de certains métriques de force de tes nageurs. Pour quelqu'un qui ne se rend peut-être pas compte, pourquoi c'est important pour un nageur d'être fort hors de l'eau? Déjà, tu as le côté gravité. Ils s'entraînent dans un environnement avec une gravité qui est très différente. Donc, ils ne vont pas avoir les mêmes sollicitations que quand ils sont debout et en train de faire un effort. Donc, ça joue sur le système osseux, sur le système tendineux. Ça joue sur la façon dont les muscles fonctionnent. Donc, c'est important d'être capable de leur donner cette rigidité, cette tension, et de leur permettre de la réutiliser dans l'eau. Puis l'eau, c'est aussi quelque chose qui est assez implacable Mmh. dans le positionnement. Nous, on ne se rend pas compte parce que quand on va barboter, tu vois, voilà, on ajote et tu vois, on fait un truc. Mais eux, la vitesse et la puissance qu'ils mettent quand ils rentrent la main, ils sont là et ils appuient contre un Swiss ball, tu vois. Mmh. Nous, on ne bouge pas. Si on nous donne le corps, on nous donne le truc, la force, ils appuient contre un truc énorme pour eux. Mmh. Et ils brassent ça, et ils ramènent, alors selon la nage et tout. Mais nous, on est loin. Enfin, ils sont comme la production de force d'un mec qui termine le marathon ou le 5000 et il termine sa dernière ligne droite en 14 secondes et tu te dis comment il a fait ça, quoi. Mmh. Tu vois, donc ils ont quand même une production de force hyper importante. Et c'est important d'être capable, dans le travail de force, de leur donner des outils classiques où ils vont apprendre à compresser, ils vont apprendre dans certains trucs l'extension, ils vont apprendre à mieux utiliser pourquoi j'utilise mes lats, pourquoi j'utilise mes fessiers, pourquoi je travaille, même si mon mouvement il est un peu plus haut, pourquoi j'apprends aussi à garder les épaules basses. Euh, voilà, donc c'est toute une logique qui est importante pour eux, qui n'est pas toujours évidente à transférer. Donc il faut laisser aussi des périodes tampons où ils peuvent transférer parce que c'est pas parce qu'ils vont envoyer un Zercher squat à 150 et des tractions à 50 kg que dans l'eau ça se traduit. Ça se traduit très vite par une amélioration sur 25 mètres, ce qu'on a constaté avec l'entraîneur. Mmh. C'est moins évident ensuite d'avoir l'amélioration sur 50 ou 100 mètres. Ouais, donc, tu Donc, as un effet qui est plus sur le début, ouais. sur l'entrée dans Alors, le. ouais, c'est ça. Et sachant quand même que tout ce que tu prends dans la haute performance, tu le prends, parce que parfois, une finale ça joue sur ça, quoi. Tu vois, Mmh. c'est vraiment le bout de doigt et la touche. Ça joue. Donc, le gars qui pousse une dernière fois, qui active une dernière fois sa force, qui allonge et qui va toucher, tu as des finales où ça fait, tu sais pas qui a gagné, quoi, jusqu'à ce que ça s'affiche. Donc, le petit pourcentage de force qui se transfère, parce que c'est ça de gagner et c'est ça de transférer, est important sur la situation de gainage et de maintien. Parce qu'en fait, pour revenir sur vraiment le truc de la force, un nageur, c'est un petit peu comme un kayak. Tu vois, tu prends le kayak gonflable. Si ton kayak il est en train de se dégonfler, toi, tu vas être obligé de faire de plus en plus d'efforts. Et puis à un moment, tu vas juste descendre. Donc, plus tu as cette notion de planche, de gainage, plus c'est, tu vois, je cherche le terme, tu vois, affûté, Mmh. tu vois, et moins c'est large, plus tu as un truc, tu as une embarcation rigide, et plus tu avances. Donc, plus tu es capable de compresser, d'allonger, rajouter la bonne mobilité pour avoir l'angle et ensuite la pression en termes de force, et plus tu propulses ton embarcation. Si ton embarcation, elle est molle, sauf si certains athlètes qu'on a ont des prédispositions aquatiques qui sont hors normes, tu vois, ils sont plus poissons qu'êtres humains. Donc pour eux, c'est un petit peu encore différent, quoi. Mmh. Est-ce que le côté respiratoire est abordé soit côté natation, soit avec toi en préparation physique de manière spécifique, étant donné les contraintes spéciales qu'on connaît de nager dans l'eau, c'est-à-dire que tu ne peux pas respirer librement comme quand tu es sur la terre ferme. Est-ce que c'est quelque chose qui, à ton avis, peut se travailler et est-ce que c'est travaillé? Alors ça se travaille, sur le côté natation, c'est beaucoup travaillé, Mmh. à la fois du point de vue technico-tactique, c'est-à-dire combien de fois je respire par rapport à la gestion de mon effort. Mmh. Tu vois, est-ce que je respire plus, mais je perds un peu de temps? Est-ce que je respire moins? Bon, tu vois, sur le 50 mètres, ils respirent une fois, les gars. Tu vois, 50 crawl, les gars, ils bombardent. Toi, au 22, tu as déjà sorti la tête en asphyxie. Eux, ils bombardent, ils moulinent du bras et puis ils respirent une fois et puis ils envoient. Donc, tu as ce côté-là.
par rapport à ce côté-là, dans l'eau, ils ont des entraînements qui sont… alors, où ils sortent complètement le côté nombre de respiration. Ils ont des tubas spéciaux qui passent devant. Mhm. Donc, où ils n'ont pas besoin de travailler le mouvement de tête pour la respiration. Ils ont une partie hypoxie dans l'entraînement qui travaille, qui consiste juste à être vraiment grosso modo dans le désagréable. Nous, sur le côté préparation physique, on l'a abordé alors en douceur, parce que comme tout item d'entraînement qui est plus doux et calme, c'est moins ludique, c'est moins évident de l'amener dans le ludique. Donc, on a commencé vraiment par les bases, tu vois, vraiment respiration diaphragmatique. On a introduit un petit peu de travail qu'on travaille avec Second Wind chez Strong First, qui travaille aussi avec Oxygen Advantage. Mhm. Donc, faire des petits tests d'apnée à vide, de voir combien de temps ils tiennent, et de créer un petit cycle de travail avec de l'hypercapnie. Donc, on a mis ça un petit peu en place. Pour l'instant, c'est de la petite touche, tu Mhm. vois, qu'on saupoudre. On essaie de le mettre en place de plus en plus dans les échauffements. Et là, mon objectif sur le travail respiratoire, c'est que là, on est sur un cycle de 3 ans, puisqu'on va sur Paris 2024. Donc, mon objectif, ça va être que d'ici la fin de l'année, ça soit un des outils sur lesquels on ait une meilleure compréhension, tant de son système de respiration pour aller chercher de la détente. Il maîtrise bien maintenant le travail respiratoire pour créer de la compression et de la pressurisation abdominale pour créer de la force. Maintenant, il nous reste le versant endurance à travailler un petit peu plus. Et je pense qu'on va intégrer des protocoles petit à petit. On va commencer. On a travaillé aussi en respi nasal. Mhm. On l'a fait sur du travail de circuit, tu vois, assez facile pour qu'ils se mettent dans le truc, qu'ils ressentent aussi ce qui se passe mentalement. Tu vois, j'insiste toujours beaucoup sur comment tu te sens. Tu vois, c'est un moment où tu peux être un peu plus dans le versant parasympathique, accumuler de l'énergie, sentir un peu mieux ton corps. Donc, j'insiste toujours sur ça pour faire des liens avec soit l'échauffement qu'ils vont faire en situation de performance, soit le fait qu'ils vont être peut-être dans un truc où ils se sentent un peu mieux et puis ça fait du bien de faire de l'entraînement où tu te sens bien. Ça va être un axe de développement pour l'année à venir. Tu penses qu'il y a des gains considérables qui peuvent être faits dans ce domaine-là ou est-ce que c'est peut-être quelques petits pourcents de plus, mais enfin, quelques pourcents, ça fait une grosse différence à ce niveau-là. Est-ce qu'à ton avis, ça peut être significatif comme apport à l'entraînement de manière générale? Je pense que moi, j'interviens sur le groupe élite avec quelques jeunes. Et je pense que la plupart des choses qui pourraient être vraiment un gros plus pour l'entraînement, elles fonctionneraient mieux si on le faisait plus tôt dans l'entraînement. Hmm. C'est-à-dire que euh, c'est valable pour beaucoup de choses, hein. C'est valable pour l'haltéro, c'est valable pour plein de domaines dans l'entraînement. Je pense que moi, j'ai affaire à des athlètes qui sont jeunes en âge, tu vois, ça va de 18 à 25 ans, mais qui sont déjà à partir de 20 ans, qui sont déjà un peu des Formule 1. Donc, c'est très difficile d'amener des grosses modifications en sachant que ces grosses modifications peuvent avoir un énorme impact sur la performance. Tu es plus le travail macro, la posture, le placement, la force. On sait que c'est quelque chose dont ils ont besoin. Le travail de respiration, je pense qu'on peut avoir une optimisation de la performance, mais je pense que si tu es très objectif, je pense pas qu'on ait un énorme truc. Ouais, si tu ajoutes plein de petits éléments, y compris la respiration, tu peux avoir une meilleure performance le jour J. Mais je pense pas que ça soit si je mets mes objectifs prioritaires, secondaires et Hmm. accessoires quand je planifie, ça reste quand même dans le secondaire accessoire. Par contre, sur un athlète, monsieur, madame, tout le monde, qui est stressé, qui dort mal, qui ronfle, tu vois, ça peut avoir un impact beaucoup plus important, voire même ça peut être un point de départ vers quelque chose de beaucoup mieux. Hmm. Euh, Certains des gens, je coach encore un peu quelques personnes, tu vois, tu essayes le tape buccal, par exemple. Tu as des gens qui se sentent, tu vois, déjà leur conjoint n'a plus envie de les étrangler. Euh, et oui, tu as des gens qui se sentent mieux, tu vois, avec ça. Hmm. Mais pour la haute performance, c'est une Formule 1, tu as juste changé un pneu, tu vois, parce qu'il pleut ou parce que il fait chaud, mais tu pas sur un gros, gros truc, quoi, à Hmm. mon avis. Hmm. Si on parle de Strong First maintenant,
Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'univers de manière générale? C'est pas un univers que je connais très très bien, donc ça m'intéresse d'autant plus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est, de comment toi tu l'as découvert et on partira de ce point de départ. Ouais. Strong First, c'est une école de force. Donc quand on prononce le mot école, on l'entend quasiment comme une école d'arts martiaux. Ok. Donc c'est une école, c'est pas forcément une organisation, tu vois. Ça se distingue un petit peu philosophiquement. C'est une école de force avec pour considération que la force est une des qualités principales et primordiales, mais que ce soit au niveau, c'est pas au niveau numéraire sur ce que tu mets sur la barre, c'est une force, la force en tant que comme attitude, comme terme de capacité à te comporter bien, à être quelqu'un de fort dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est l'école de force de Pavel Sassoulin, qui à la base avait RKC, donc qui était une Mhm. école qui entraînait sur le kettlebell. RKC à la base avait beaucoup de Navy Seals, de pompiers, de gens voilà, qui étaient ou dans l'intervention tactique, Mhm. puis un peu des coachs. Puis après, ça c'est un petit peu. Pavel a eu envie de donner une nouvelle direction, donc il a créé Strong First. Donc aujourd'hui, on a trois modalités de travail qui sont le kettlebell, la barre olympique et le travail avec poids de corps, Mhm. avec pour idée de promouvoir des concepts d'entraînement qui vont être la mise en tension, la respiration, capacité à irradier en contractant ses muscles. Et donc, en fait, tous les outils qu'on va avoir, on va les aborder de la même manière. Donc, c'est un système qui est à la fois minimaliste, qui est pas facile, mais qui est simple, avec une grosse communauté de gens derrière qui sont très. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé une des plus belles communautés que j'ai rencontrées, tu vois. Alors Mhm. après, chacun a sa communauté. Je sais que c'est pareil dans le CrossFit, c'est pareil dans d'autres trucs, tu vois. C'est pas nous, c'est mieux et les autres, voilà, c'est juste différent. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Strong First, c'est une école qui arrive à faire le lien entre ce qui a été fait avant, tu vois. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont prendre soit ce qui a été fait dans les cycles des anciens powerlifters américains, soit dans l'haltéro soviétique, soit dans la préparation physique à différents moments de l'histoire. Mhm. Les all-time strongman avec tu vois, le bench press, pourquoi on utilisait ça, comment on le faisait, et à faire du reverse engineering. C'est-à-dire que c'est ce que Pavel a fait, par exemple. Il a pris des mecs comme Andy Bolton, qui étaient des tueurs en deadlift. Il a travaillé avec Stuart McGill aussi. Et ils ont dit, ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils font naturellement pour soulever lourd que monsieur, madame, tout le monde ne fait pas. Ils ont dit, bah, eux, ils sont capables de créer de la tension, ils sont capables de se tenir comme ça, ils sont capables de placer. Donc, ils ont ouvert la boîte, ils ont regardé ce qui se passait à l'intérieur, ils ont pris les outils, ils ont dit, on va les enseigner de telle manière à ce que, bah, plutôt que de juste tirer ta barre et puis créer un à-coup, on va travailler sur un vrai travail de mise en tension, compression. On va travailler sur le grip parce qu'on sait que quand on va utiliser cette partie-là de la main, on va activer un nerf qui va activer le grand dorsal, donc on va avoir une meilleure position. Et donc, tu as tout ce travail qui a été fait et qui est intéressant parce que c'est pas un travail qui est très bling bling. Tu Mhm. n'as jamais un mec chez StrongFirst qui va te dire dans les neurosciences, on a vu ça, ça, ça. Mais tu sais que ça a été étudié et que c'est à l'intérieur. Et si tu veux, par exemple, on a fait Second Wind à Paris il n'y a pas longtemps. En termes de physiologie respiratoire, le manuel, tu en as pour 2 bonnes années de travail, tu vois. Mais quand c'est présenté de manière à ce que les gens le comprennent simplement, puissent l'appliquer tout de suite et que ça ait un impact direct dans leur vie. Il n'y a pas de chichi, tu vois, pour paraître plus que ce que c'est. Mhm. Parfois, on a l'air un petit peu austère parce qu'on a tous nos t-shirts noirs, tu vois, l'école, elle présente comme ça, mais dès qu'on est au restaurant avec une viande et du rouge, on est très sympa. Et, euh, et puis voilà, donc si tu veux, c'est ça un petit peu la base, c'est l'éducation, c'est s'appuyer plutôt sur des principes qui ont fait leurs preuves et sur un nombre réduit d'exercices Mhm. pour pouvoir bien travailler et avoir des bases solides plutôt que d'avoir une myriade de trucs. Et après, on a des protocoles qui sont plutôt minimalistes, comme simple et sinistre, et quick and dead aussi, qui est le travail un peu plus versant endurance. Euh, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. On a des certifications sur les trois domaines. Et on a des événements spéciaux où on va parler que de l'endurance, que de la planification de la force, que de la respiration. Voilà, c'est un petit peu la présentation rapide et succincte de l'école.
qui est aussi très structuré avec tu vois, des instructeurs, des team leaders et ainsi de suite, des masters. Voilà. C'est pour que on sache bien se positionner et où aller chercher le savoir et les compétences. Comment est-ce que tu l'as découvert et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette école? Alors, en fait, j'ai découvert, en fait, la première chose que j'ai découvert, c'est le kettlebell. Tu vois, donc j'ai découvert le kettlebell. Je crois que je l'ai découvert sur des vidéos de Fedor qui combattait au Pride à l'époque. Tu vois, il y avait des kettlebells rouillés derrière la salle. Je me suis dit, ça a l'air cool. Et en fait, j'avais un pote qui m'avait passé des DVD de Pavel. Et donc, c'était les DVD sur la mobilité. Donc, c'était encore RKC à l'époque. C'était des DVD sur l'étirement, la mobilité, les premiers DVD sur le kettlebell. Donc, je me suis dit, ça a l'air génial, tu vois. Donc, j'ai commencé à appliquer les trucs. Les techniques d'étirement, je les utilisais en cours collectif, ça marchait. Je me suis commandé 2 kettlebells à l'époque par eBay en Allemagne, 2 16 kilos. Ça m'a coûté une blinde parce qu'il n'y avait pas Rogue qui pouvait t'envoyer ou Strong First qui t'envoyait des kettlebells. Je me suis testé un relevé, je me suis déboîté l'épaule direct. Mais dans la même après-midi, hein, j'ai reçu les trucs, j'ai eu du mal à porter mon carton. Je l'ai ramené à la salle, j'ai commencé à en faire n'importe comment. Je me suis déboîté l'épaule. Je me suis dit, bon, il faut que tu apprennes. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un de mes meilleurs amis, Thomas Serboneski, qui fait partie de l'école Strong First, avec qui on avait des gros liens parce qu'il venait du Kyokushinkai, il avait fait du Kyokushinkai en karaté. Donc, quand il m'a formé dans le fitness, ça a été mon mentor. Et en fait, à un moment, moi, j'étais en train de commencer à me former en Guerre Voice Sport. Donc, j'étais déjà en train de, ça faisait quand même quelques années que je touchais à des kettles. Et il m'a dit, ah, Pavel a créé un nouveau truc qui s'appelle Strong First. J'ai commencé à regarder. J'ai commencé mes premiers pas, donc tout ça m'a plu tout de suite. Ça me rappelait un peu le Kyoku, tu vois, c'était placé, c'était solide. J'ai commencé, je me suis inscrit à Plan Strong. Et Plan Strong, c'est un séminaire sur la planification de la force, mais c'est vraiment c'est 4 heures de calcul pour faire un exercice. Et donc, je me retrouve, tu sais, donc vraiment, tu veux progresser en deadlift, c'est hyper spécialisé. Ouais. Je vais en Italie, je me retrouve dans une pièce avec des mecs, et donc il y avait des monstres, tu vois, des mecs physiquement. L'autre, il pesait 120 kilos, il levait des kettlebells de 68 kilos, il avait un PhD en sciences du sport. Je me suis dit, moi je pensais que je touchais un peu en progrès. Je me dis, il n'y a que des tueurs ici. Il n'y a que des tueurs. Je me suis dit, ils sont forts, ils sont costauds, et ils ont des cerveaux. Il y avait Pavel Sassoulin, il y avait Fabio Zonin qui expliquaient des maths et des algorithmes, qui les traduisaient en même temps en anglais et en italien. Je me suis dit, je suis nul. Je vais aller là. Je me suis entraîné pendant un an et j'ai été passer ma certification Strong First l'année d'après. Puis après, j'ai continué, j'ai enchaîné parce que ça me plaît. Et puis, c'était le moment où j'arrêtais un peu les arts martiaux. Donc, j'avais besoin de continuer à avoir des challenges pour m'entraîner. Et surtout, c'est le moment où j'avais mon studio de coaching, tu vois. Donc, coacher les gens avec des kettlebells, bah, c'était plus simple. Tu vois, je faisais ma transition un peu des salles de fitness où j'avais un peu tout le matériel avec j'ai 2 TRX et 3 kettlebells au début. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc, ça collait bien avec ce dont j'avais besoin. Est-ce- Et est-ce- vas-y, vas-y. Je te laisse continuer. Non, non, vas-y, vas-y. Est-ce que, à ton avis, l'école est destinée à certains sports ou certaines démographiques de manière spécifique? Ou peut-être pas destinée, mais est-ce qu'elle se joint de manière. Est-ce qu'elle se joint mieux à certains sports ou certaines démographiques que d'autres, à ton avis? De par sa Euh, nature, de manière générale. je pense que l'école en soi est minimaliste. Donc, si tu as un besoin de minimalisme dans ton sport, c'est la bonne chose. Je pense elle a une grosse, l'école a une grosse histoire d'amour avec les arts martiaux. Euh, on a des gens qui ont préparé dans l'école, hein, des gens qui ont préparé des combattants pour l'UFC. Thomas, dont je te parlais, est actuellement préparateur physique de l'équipe de France de lutte. Donc, en général, avec les sports de combat, l'école se marie très bien. Le kettlebell, c'est aussi un outil qui va très bien pour la plupart des combattants, qui est un petit peu mythique, qui va bien avec la mythologie du truc. Euh, je pense que l'école, par définition, étant minimaliste, elle convient aussi très bien aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est-à-dire hors sport, les gens qui ont besoin de faire un entraînement très simple. Tu vois, on a des protocoles où les gens peuvent faire un certain nombre de swings en fin de journée, puis ils ont quand même fait un travail qui est intéressant. Je pense que l'outil en soi, pour revenir sur le kettlebell, se marie très bien aussi avec les complexes, avec, tu vois, être capable de faire une grosse quantité de travail, une quantité de travail correcte en 15 minutes. Euh, Après, les outils qu'on utilise sont basés sur des principes.
Donc, ces principes d'entraînement, tu peux les appliquer à tous les sports. Donc là, c'est comment tu vas aller. Tu vois, la natation, ce n'était pas destiné à être le truc qui colle le plus en principe, mais ça va très bien avec. Après, il y a des sports où tu vas avoir plus d'adaptation à faire. Par exemple, si tu prends le volleyball dans lequel j'ai travaillé, où tu as des mecs qui font 2,10 m, je vais plus utiliser les outils qu'on a chez nous de mobilité, de placement, tu vois, des mises en tension pour aller chercher un petit peu plus bas dans un squat pour mieux se placer, que vraiment des outils de force pour leur faire faire un back squat complet, parce que de toute façon, ils n'ont pas la possibilité anatomique de descendre jusque-là, quoi. Mhm. Donc, mais non, sur le principe, on a des gars qui travaillent dans tous les sports. Est-ce qu'il y a des façons, des façons où tu préconiserais que cette approche soit intégrée avec des sportifs de haut niveau? Euh, ouais, dans l'utilisation, le premier truc, c'est que si tu reprends l'utilisation des principes, vraiment des principes, pas des outils kettlebell, bar et poids de Mhm. corps, Mhm. je pense qu'on gagnerait beaucoup à utiliser certains des outils qu'on utilise nous, comme les ladders par exemple, euh, pour permettre de faire plus de volume de travail. Si je te prends un exemple qui est musculation pure, mais Mhm. tu peux le convertir sur quelque chose qui peut être une distance, tu vois. La muscu pure, elle va te dire 4 x 10, tu vois, 3 x 10, peu importe, 5 x 5. Nous, on va travailler avec des reps de réserve de base, donc on ne va pas aller chercher au maximum. On va utiliser un ladder. Tu vas faire 1, 2, 3 fois. La deuxième séance ou la semaine d'après, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 3 fois. Jusqu'à la fin de ton cycle, en ayant des périodes. Et quand tu vas prendre un petit mur dans l'entraînement, c'est-à-dire que tu vas faire 1, 2, 3, 4 fois, ça ne passe pas, tu fais un back-off. Tu reviens en arrière, tu prends un petit peu avant, et tu fais. Donc, du coup, tu crées ta petite vague, Mhm. hop, et tu repars. Et donc, à la fin du cycle, tu as fait beaucoup plus de volume de travail à une intensité relativement haute que si tu avais juste fait. Enfin, le bon exemple sur ça, c'est les tractions. C'est le mec qui arrive et qui fait le maximum de traction le premier jour. Le lendemain, il en fait que la moitié. Le troisième jour, il est cramé. Tu vois. Nous, on va utiliser par exemple le Grease the Groove comme outil qui va être d'en faire un petit peu tout le temps, toute la journée, la moitié des reps que tu peux faire. Et sauf qu'à la fin de semaine, tu n'as pas fait 20, 15, 10, tu en as fait 100. Et à Mhm. la fin de l'année, tu en as fait beaucoup plus. Donc ça, c'est un des outils, un des principes d'entraînement qu'on utilise, d'ondulation du volume, qui nous permet, qui à mon avis devrait être apporté beaucoup plus, parce que d'abord c'est ludique, et directement dans le sport. Tu as une distance à faire, tu vas faire 10, 20, 30, 10, 20, 30. Et en plus, ça te permet de t'engager psychologiquement beaucoup plus facilement. Mhm. Tu vois, si le gars il est sur piste et on lui dit tu vas faire 20 fois 400, tu vois, moi, par exemple, bon, après, moi, psychologiquement, ça me va très bien. Donc, j'ai un peu un biais, tu vois, de te dire le ladder, ça me va très bien, tu vois. Il y a des gens, tu leur dis 20 fois 400, je suis sûr qu'ils sont contents. Moi, tu me flingues, tu me donnes le truc, je suis en burn-out. Mhm. Mhm. Donc, mais je pense que ouais, c'est des outils qui gagneraient à être utilisés. Ouais. Pour ceux qui peut-être sont très intéressés par cette école-là, est-ce que, de manière critique pour toi, qui a énormément d'expérience de manière générale dans plein de sports différents, à beaucoup de niveaux différents, est-ce qu'il y a des chaînons manquants dans l'école Strong First? Est-ce qu'il y a des choses qui, si quelqu'un peut-être trouve beaucoup de valeur dans ce qu'ils font avec Strong First, est-ce qu'il y a certains aspects de l'entraînement où tu conseillerais qu'ils aillent quand même chercher d'autres sources d'informations pour complémenter, on va dire, cette base de ce que tu décris a l'air extrêmement robuste. Comme tu l'as dit, ça part de principes qui peuvent s'appliquer sur tout. Mais est-ce qu'à ton avis, il manque deux, trois éléments qui pourraient soit être à terme développés par l'école en elle-même, soit si ce n'est pas son intention peut-être, et certainement à juste titre, qui peut être complémenté par d'autres connaissances venant d'autres sources? Je pense que l'école en soi, c'est un système ouvert qui a toujours accepté beaucoup d'influences. Mm. On a eu l'école Strong First a été en partenariat amical avec FMS, avec Backfit Pro de Stuart McGill. Mhm. Il y a Flexible Steel, tu vois, qui a une certification aussi sur le travail de la mobilité. Mhm. Je pense que chaque fois, je pense que les gens peuvent. C'est pas un défaut. Nous, on enseigne des principes et des méthodes. Donc parfois, la performance ou le sport
te demande que tout ça soit fait en même temps. Tu vois. Donc, parfois, il va falloir aller utiliser des outils. Tu vois, CrossFit a des outils qui sont cool, par exemple, qui sont super intéressants. Il y a des façons, on n'enseigne pas, on a mis en place une certification avant la pandémie, je ne sais pas où elle en est. On devait avoir une certification qui s'intéressait à l'haltéro. On l'a pas encore. Si c'est ce que t'aimes, Olympic lifting, tu peux aller faire l'Olympic lifting. Il y a des systèmes qui sont hyper complémentaires, tu vois. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais FRC ou ProFTS sont des systèmes qui se. Si ton objectif, c'est d'être un peu plus dans l'analyse de mouvement, StrongFirst va te dire très clairement, c'est pas notre domaine. Il y a des gens qui sont spécialistes pour l'analyse de mouvement, même s'il y a des gens chez nous qui font les deux. Hein, et si tu demandes un conseil à Brett Jones, par exemple, qui est directeur de l'éducation, il va pas te donner un conseil si tu n'as pas ta clearance médicale, tu vois, et qu'un spécialiste t'a pas donné son. C'est un peu américain comme vision des choses, tu vois. Mais voilà, on a des systèmes partenaires, on a des gens aussi qui sont dans d'autres systèmes, tu vois. Il y a des gens de chez StrongFirst qui ont été créés des méthodes dans d'autres trucs. Et oui, si tu as un besoin dans un autre domaine, il faut y aller. Le domaine, par exemple, que moi j'utilise pas mal, qui est je travaille sur la charge d'entraînement. Vraiment la quantification des efforts de manière subjective, c'est-à-dire ce que tu ressens dans ton effort, tu le notes. Tu notes ton sommeil, tu notes. Moi, j'ai travaillé pendant des années avec Training Load Pro, pour moi, qui est le meilleur outil actuellement au monde en termes de gestion de la charge d'entraînement. Stéphane Morin n'aime pas qu'on dise charge d'entraînement, il préfère qu'on dise effort, donc je vais me faire taper sur les doigts s'il entend, mais voilà, c'est plus facile à comprendre. Donc oui, c'est pas un chaînon manquant, mais c'est un autre travail qui a sa place. Encore une fois, ça dépend du niveau avec lequel tu interviens. Si tu interviens avec des gens qui veulent s'entraîner chez eux, petite ondulation, simple, le principe des back-off quand ça devient un peu dur, c'est suffisant pour onduler ta charge, il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs trop ailleurs. Et tu vois, chez nous, par exemple, le halo avec kettlebell, c'est déjà de la mobilité chargée. Tu vois, leur FRC, ils vont le faire en utilisant juste la mise en tension et en allant chercher le truc. Nous, on va le faire en utilisant d'abord le kettlebell pour donner un feedback, tu vois, un peu plus sympa aux gens au départ, enfin plus sympa, plus accessible, parce que je le vois avec mes athlètes parfois, tu vois, leur demander de contracter et de mettre de la tension dans le cou pour faire une rotation, ils te regardent, ils ne comprennent pas, tu vois. Donc parfois, tu as besoin d'un outil, puis après, tu reviens sur ça. Donc tu as plein de systèmes qui sont géniaux autour et qu'il faut surtout aller explorer si on a envie de les explorer. Ouais. Pour toi, quels aspects de l'école StrongFirst te restent à développer le plus pour toi Pour moi, individuellement, en tant que praticien et en tant qu'éducateur aussi? Je suis dans une période là où, tu vois, je m'entraîne dans le système StrongFirst depuis 2015. Donc, moi, en termes absolus, j'ai besoin de force pure. Tu vois, je suis quelqu'un qui a besoin de travailler plus sur la force. Donc, ça, c'est le truc que je pourrais travailler. Ta question, c'était quoi? C'est sur comment, en termes de. C'était plus axé sur tes connaissances par rapport Ouais. à ce que l'école StrongFirst a apporté. Est-ce que tu sens que tu as vraiment fait le tour de tout ou il y a des domaines où tu sens que tu pourrais creuser un petit peu plus? Sur le côté pédagogique, c'est-à-dire sur le côté comment enseigner. Mm. J'ai l'impression, en plus, comme je te disais, comme c'est un système vivant, je vais être avec Thomas, je vais être avec Alexei, qui est le responsable de StrongFirst en France. Il va venir donner un stage, il va enseigner un truc. Tu vois, par exemple, moi, il y a des mouvements. Je sais que, par exemple, le press avec kettlebell, c'est pas un mouvement dans lequel je suis expert. J'ai des copains qui sont experts dans le mouvement. Donc, si je l'enseigne, je vais donner les consignes des trucs de base, tu vois. Je vais savoir corriger. J'ai même amené des gens à aller faire le beast hammer, qui était tu vois, une épreuve où tu as le press à 48 kg, la traction à 48 et le pistolet à 48. Mais il y a des gens qui sont plus experts que moi. Il y a des mouvements qui sont le clean, qui est un mouvement assez complexe avec le kettlebell. Je suis toujours en train de me dire, j'aimerais avoir un truc un peu plus robuste pour l'enseigner. Et d'une manière générale, chaque fois que je vais voir quelqu'un qui enseigne, je me dis, putain, ça c'est bien à apprendre. Donc, je pense que je me débrouille pas mal en technique, je me débrouille pas trop mal, je comprends à peu près tu vois, le but du système. J'aime bien essayer de tout découper, noter, faire des liens. Après, pour l'enseigner, il y a des fois, et puis avoir plus de solutions par rapport à des morphologies. Tu vois, un des gros trucs qui me chatouille beaucoup depuis 2-3 ans, c'est la morphologie. Et vraiment, les trucs, les parties du corps séparées. C'est-à-dire que tu t'enseignes un squat à quelqu'un et tu te dis, après, à un moment, tu regardes, tu vois,
Tu vois la nana, tu te dis, mais c'est quoi cette longueur de fémur? Tu vois? Et elle a un tibia qui est comme ça, un fémur qui est comme ça. Et tu te dis, alors attends, pour expliquer le truc. Et en fait, tu sais, ça correspond à un truc très précis où tu vois un mouvement, tu te dis, sur le papier, si je prends les trucs, il est bien fait, mais il y a un truc, je ne sais pas quoi, ça ne va pas. Tu vois? Et tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et en fait, quand tu t'intéresses un peu, tu t'aperçois que le gars, il a des bras de 2 mètres, un tout petit buste. C'est l'inverse, tu vois, un grand dos, c'est plat en bas, des petits bras de T-Rex. Donc, tu vois, et ça, c'est un truc qui demande, une fois que tu as compris comment enseigner le mouvement de base, tu as une séquence qui est faite dans le cursus qui est censé marcher pour 90% des gens. Après, tu as un 5% où tu dois t'adapter, tu as un 5% qui est encore plus compliqué. Et donc ça, c'est des trucs où j'essaie tout le temps de travailler et de mieux comprendre comment le faire, quoi. Mm. Ouais. Loïs, je voulais terminer avec quelques questions qu'on a reçues d'Instagram. Ouais. Alors, j'ai pas les noms, vous m'en excuserez, mais pour tous les auditeurs et ceux qui ont posé des questions, déjà, merci à vous et vous reconnaîtrez votre question. La première, envoyée par DM parce qu'elle était un petit peu plus longue que ce qu'on peut faire en stories. La question était, on parle de plus en plus de l'école Strong First dans le milieu de la préparation physique et pourtant, à ce jour, on ne trouve quasiment, voire pas du tout de club représentant l'école. Comment pourrions-nous se rapprocher d'un coach compétent formé selon les principes de cette école et être sûr de la qualité du suivi? Euh, on organise des certifications, on organise des stages. Donc, la plupart des gens qui sont instructeurs dans leur région organisent des stages. Mhm. Et il y a la page Facebook Strong First France, il y a une page Instagram aussi, où généralement on met les stages, à la fois les stages officiels, donc qui sont distribués par Strong First France, et également les stages d'instructeurs. Donc ça, c'est la première chose. De manière simple, hein, si les gens vont sur le site Strong First, ils cherchent les instructeurs avec leurs qualifications, barre, poids de corps, kettlebell, l'ensemble. Mhm. Et ils cherchent en France et ils ont la liste des instructeurs, donc ils peuvent plus facilement se repérer sur ça, tout simplement. Super. Bah, et pour référence, le lien strongfirst.fr est dans la description pour ceux que ça intéresse. Prochaine question. En parallèle de StrongFirst, quel est ton avis sur l'utilisation de la haute intensité et des Metcons, pour la parler à la française? Euh, je pense que la haute intensité, elle est nécessaire dans certains sports. Chez StrongFirst, c'est quelque chose qu'on va travailler de manière très ponctuelle, mais dans le sport, elle est nécessaire. Donc, il y a un moment, quand tu as un judoka qui va être dans un truc hyper glycolytique pendant 4 minutes ou 5 minutes, à voir s'il y a des prolongations, ça va durer. Même si après, ça passe un peu plus sur l'aéro, tu vois, ça temporise, il y a le technico-tactique qui rentre, tu es obligé d'en faire. Je pense qu'il faut juste savoir comment tu le fais et bien le programmer, et bien gérer les efforts, les intensités. Il y a un petit truc, on manque un petit peu de notion parfois sur l'intervalle et le fractionné, qui sont des trucs Mhm. différents. Le fractionné, normalement, tu es censé prendre un truc, un temps de référence, et tu fractionnes ton truc volontairement pour mettre plus d'intensité et à la fin recoller ton effort. L'intervalle, c'est des méthodes qui ont des objectifs plus physio. Tu sais que tu vas travailler ça, ça, ça. Le Metcon, c'est encore quelque chose d'un petit peu différent parce que Mhm. à la base, le Metcon, ça vient du CrossFit, c'est fait pour entraîner des gens. Je trouve que le côté éducation du CrossFit est en train d'énormément progresser. Et donc, je pense que ça se fait de manière qui est de plus en plus logique. Euh, C'est-à-dire que maintenant, tu vois des trucs qui sont beaucoup plus aéros, Mhm. qui sont beaucoup plus courts et intenses, où il y a une petite notion d'intervalle. Tu as moins de gros blocs, tu vois, tu sais, 30 minutes all out. Mais quand c'est le cas et que c'est bien géré et que tu n'as pas mis du snatch lourd pendant 30 minutes dans ça, tu vois. Et en plus de ça, ça correspond aussi parfois à des modèles psychologiques de gens qui aiment bien ça. Donc, tu vois, si ça correspond à un moment, à un écosystème et que les gens aiment ça, voilà. C'est pas la façon dont je travaille. Mhm. Je pense que parfois, il y a des façons plus simples et plus logiques de construire pour aller vers ça. Et s'il y a des gens qui aiment ça et si c'est bien fait, top. Prochaine question. Comment intégrer les kettlebells dans la préparation physique de rugby? Oh.
Euh, Tu as plusieurs options. Je pense qu'une option qui est simple, si tu es sur un modèle de préparation physique, par exemple, un peu type Westside, c'est-à-dire que tu as un effort lourd un jour, tu as un effort dynamique un autre jour. Par exemple, le kettlebell peut avoir, dans ce premier aspect, un kettlebell swing lourd, très dynamique, peut avoir un effet très très intéressant à la fois sur le profil force-vitesse et la courbe de vitesse et le sprint. Et aussi, tu vas avoir un effort dynamique plus dynamique que si tu fais du deadlift dynamique ou du squat dynamique. Premier aspect. Deuxième aspect, tu vas avoir une courbe d'apprentissage qui n'est pas si dure que ça pour apprendre par exemple du double kettlebell, clean, press, squat. Et tu vas avoir un effort qui va être intéressant. Par exemple, double kettlebell, clean et squat, tu vas avoir une compression du poids, tu vas avoir supporter un poids sur la poitrine qui va bloquer un petit peu les muscles de la respiration et qui peut te donner un petit sentiment de claustro, d'effort, de pression que tu peux retrouver en mêlée. Tu peux très rapidement travailler avec des complexes très intéressants. Donc, tu vois, on parlait un peu du niveau intermédiaire en rugby où tu as besoin de faire vite et bien. Parfois, utiliser deux kettlebells. Tu vois, par exemple, si tu as deux kettlebells de 24 kg et que tu fais du squat avec et du clean avec, euh, tu peux avoir autant de bénéfices que si tu travailles avec une barre de squat à 80, 100, 120 kg. Donc, autant choisir l'outil qui va avoir moins d'interférences, qui va être relativement facile à apprendre. Le squat, par exemple, c'est pas toujours évident. Tu vois, back squat, front squat, tu as des problèmes de mobilité chez les rugbymen qui ont une masse musculaire qui les protège. Poser deux kettlebells comme ça et tu vois, squatter, ça va être tout de suite intéressant. Tu as besoin d'un outil correctif très simple. Tu prends le relevé avec kettlebell, tu peux l'intégrer de manière très facile. Tu as à peu près tout. Et puis, tu ne te prends pas la tête avec ça. C'est les manières assez simples que je vois. Mais n'étant pas spécialiste du rugby, j'ai avoir une vision un peu aussi simplifiée de l'effort. Mais si tu veux l'intégrer directement et être pratique, tu vas faire ça. Ouais. Encore une question qui nous vient d'Instagram. Ton approche du développement de l'endurance, Loïs? Ça, c'est Nico. C'est dû la poser, non? Je crois que c'était ça. C'est Nico Vandel. Ok. Bah L'affiche. oui. Il Ouais, peut plus se direct. cacher maintenant. Il peut plus se cacher. Bah oui, parce que monsieur entraîne dans le combiné nordique, donc forcément, je vais avoir cette approche-là. Développement d'endurance, je approche assez classique dans le fond. Je pense que si tu as la possibilité, je pense que développer une base foncière, c'est très bien. Tu vois. Quel que soit. Alors, si tu n'es pas dans une discipline en spécifique et que tu débutes, je pense qu'il vaut mieux utiliser deux, trois outils différents et construire une séance. Tu vois, par exemple, 5 minutes assaut bike, 5 minutes ski erg, 5 minutes rameur. C'est très bien, ça fait une base. Puis après, tu construis 6, 8, 10, tu vois, tu ondules et puis tu as ton petit bloc de 45 minutes. Tu fais du foncier, c'est très simple. Et puis après, c'est là que tu vas commencer à déterminer ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux aller un peu plus vers de l'intervalle, de la haute intensité. Voilà. C'est mon approche de base. Je pense que on a pas mal discuté avec Nico aussi sur les approches. On est assez d'accord sur le côté polarisé. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Je pense que dans l'endurance, alors pareil, il faut déterminer, est-ce qu'on parle d'améliorer une endurance pour un athlète ou est-ce qu'on parle de l'endurance pour, pareil, monsieur, madame, tout le monde. Pour moi, le truc chez monsieur, madame, tout le monde, on est trop dans la zone du milieu, trop tout le temps. Parce qu'on est trop dans faut que ça brûle, faut que je sente. Ce qui est psychologiquement logique parce que si tu as ta journée de boulot et que tu vas, tu vois, t'entraîner, à un moment, tu as envie de t'entraîner. Et je pense que les gens, ils ratent les bénéfices physiques et psychologiques d'être capable d'endurer longtemps et d'être capable aussi de créer un effort très court, très violent, de 1 minute à 3 minutes. Fini, je rentre chez moi et j'ai donné. Et donc, c'est pour ça que polariser, et encore une fois, le côté éducation, pour sensibiliser les gens à différentes zones de couleur et d'effort, y compris un cours d'étirement, ça peut être une forme d'endurance. Il y a l'endurance aussi, tu vois, psychologique et nerveuse, pour être capable de tenir, qui sont des paramètres. Donc, mais je pense qu'il faut être capable de faire du foncier, polariser un peu pour avoir les différentes couleurs de l'effort. Et puis même pour monsieur, madame, tout le monde, pas rester tout le temps dans le truc.
c'est quand le WOD, c'est quand que ça brûle, quoi. Que ça soit pour tu vois, être capable d'onduler un petit peu. Sinon, après, l'endurance, je pense que l'endurance, c'est quelque chose qui est très spécifique. Donc, c'est pas parce que tu as couru un marathon ou que tu as tel temps au 1005 que tu peux faire 6 fois 3 rounds sur un sac de frappe ou que tu peux faire 10 minutes de rugby. Tu peux pas. Tu vas... Donc, l'endurance, c'est, hormis vraiment l'endurance très foncière, le truc de base qui a un impact santé et un impact récupération, le problème, entre guillemets, de l'endurance, c'est qu'elle est très vite, très spécifique et que tu es obligé de très régulièrement casser la spécificité. C'est ce que Dan John appelle avoir l'entraînement inefficient. Tu vois, si tu veux perdre du poids, par exemple, si tu fais 3 cours de Zumba, eh ben, au début, tu vas chercher tes pieds, donc tu vas dépenser beaucoup d'énergie. Au bout d'un an, tu es devenu un bon, je ne sais pas si on appelle ça un danseur, mais tu es devenu un bon pratiquant de Zumba. Tu vois, donc, dès que tu deviens trop efficient à quelque chose, bah, tu passes un petit peu en mode meilleure utilisation de tes réserves, meilleure utilisation de tes muscles. Donc, tu arrêtes de développer purement le réservoir. Donc, il faut être capable de varier ou alors il faut être capable de créer de la spécificité si tu en as besoin. Et dernière question qui vient de moi cette fois-ci, si tu avais un conseil pour les coachs, les étudiants qui aspirent à un jour travailler avec des athlètes de haut niveau. Apprendre à faire le choix dans ses connaissances et son organisation. C'est-à-dire être capable de pas tout le temps redécouvrir ce qui a déjà été fait avant. C'est-à-dire d'étudier d'abord un peu ce qui a été fait dans le passé. Stéphane Morin de Training Load Pro m'avait fait lire Veges, De Re Militari. C'est un petit manuel d'entraînement des légions romaines. Tu vois, c'est codifié. T'hallucines, t'as tout dedans en fait. Donc ils ont déjà tel peuple, on le met en première ligne, eux ils sont meilleurs nageurs. Si on va les mettre un peu de surcharge, un peu de progressivité, un peu de variété, tu te dis ok. Et nous, donc en fait, quand tu cherches les principes d'entraînement, ils sont déjà dans le passé et ils sont déjà passés au filtre de ce que Taleb appelle l'effet Lindy. Tu sais, c'est la durée de vie d'une idée ou d'une méthode est proportionnelle à sa durée de vie qu'elle a déjà eue. Donc par exemple, tu dois choisir, tu dis pour du développement durable, je vais prendre cette méthode, cette nouvelle méthode, ou je vais prendre le yoga. Le yoga, ça a 5000 ans. Il y a des chances que le yoga soit encore là dans 5000 ans parce que c'est extrêmement robuste et que ça a fait l'épreuve du temps. Consacre un peu d'études au yoga, tu vois. Et si tu l'étudies bien et dans des bonnes écoles, tu verras que tu as déjà des mobilisations articulaires contrôlées, tu as du travail respiratoire, tu as du travail de posture, tu as des postures et des contre-postures, tu as énormément de trucs. Et ça va t'éviter de toujours te faire avoir par les vendeurs de rêves, la nouvelle machine, le nouveau truc, la nouvelle méthode, le commercial qui arrive et tu dis ouais mais on utilise ça, tu vois. Donc étudier ce qui a déjà été fait et ensuite savoir planifier, savoir périodiser, savoir programmer. Et ça c'est le plus important. Pas commencer par programmer. Prendre vraiment les 3 étages et passer du temps, se faire vraiment mal à écrire et à passer du temps sur ça. Parce que ça, c'est fondamental et ça t'apprend à t'organiser dans ta vie, à donner des conseils aux entraîneurs quand ils en ont besoin et à organiser ton travail de préparateur physique. Loïs, je voulais te remercier pour cet entretien aujourd'hui. C'était vraiment un Merci à grand toi, plaisir c'était d'échanger top. avec toi. Où est-ce que les auditeurs et les personnes qui nous regardent peuvent te trouver sur les réseaux? Alors, j'ai ma page Loïs Robin Monaco sur Instagram. C'est là où je partage quand je mets des petits tutos pour travailler au kettlebell ou que je partage ce que je vais faire en stage. C'est là où je suis. J'ai une nouvelle page aussi qui s'appelle Innov Perform, qui est la cellule de performance et d'innovation de l'Olympique Nice Natation. Donc, je viens de commencer, c'est mon nouveau poste. Je vais aussi pas mal partager de trucs sur l'entraînement sur cette page. Red Star Kettlebell, c'est là où je donne des cours en ligne avec l'école Strong First. Et puis voilà, sinon dans la région de Nice. Super. Bah écoute, je mettrai tous ces liens-là dans la description. Encore une fois, merci à toi d'avoir participé au podcast Merci à aujourd'hui. toi. C'était vraiment chouette. Super, merci. Ciao, ciao. À plus. Ciao.